Malheureusement, quand on est sous-payé dans une entreprise, la seule manière qu'on a d'augmenter, c'est de partir. Plus vous êtes payé, plus vous avez de responsabilités, plus vous avez de stress, plus vous avez de risque de burn-out. Il n'y a que les héritiers qui ont l'argent sans les contreparties. Il y a des warnings, voilà. Par exemple, le sommeil. Si vous n'arrivez plus à dormir, si vous faites des insomnies, là, il y a un truc à régler. Regardez les profils LinkedIn de gens qui ont 50 plus que vous dans leur carrière. Regardez quelle formation ils ont suivi. Quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, toujours rajouter un message. Je vais me présenter à la DRH de Microsoft. Et elle me dit, mais enfin Thibaut Chalmin, ça fait 10 ans que je vous suis sur LinkedIn, je vous connais. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thibaut Chalmin. Thibaut est le premier Français à avoir atteint les 30 000 contacts sur LinkedIn. C'est la limite qu'offre LinkedIn. Depuis, il a trouvé des astuces pour aujourd'hui avoir 94 000 contacts et 150 000 followers. Mais Thibaut est surtout un chasseur de tête qui a plus de 20 ans d'expérience. Et ensemble, nous discutons des coulisses du métier de chasseur de tête et surtout ce que ça veut dire pour vous si vous êtes salarié ou entrepreneur, puisqu'il y a des idées à prendre dans les deux cas. Quand on est salarié, comment être plus visible, comment être chassé, comment réussir ses entretiens, comment négocier son salaire, et quand on est entrepreneur, son expérience d'entrepreneur, parce qu'il est aussi entrepreneur, a beaucoup à nous apporter. Vous allez vous régaler dans cet épisode qui est certes long, mais extrêmement riche. Bonne écoute. Bonjour Thibaut, ravi de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonjour Jafar, oui, alors Thibaut Chalmin. Et on me connaît surtout comme chasseur de tête. Je suis très présent sur LinkedIn, où j'ai plus de 150 000 followers, dont 94 000 sont des contacts directs. Mais j'ai eu une vie avant d'être chasseur de tête, même si ça fait 20 ans que je fais ça. Avant, j'étais chercheur en histoire. Voilà, un métier où il y avait déjà de la recherche. C'est le point commun, le fil conducteur. Et voilà, j'étais chercheur à la Sorbonne et au CNRS. Et puis j'appartiens à la génération des hommes qui ont dû faire le service militaire. J'ai interrompu ma carrière de chercheur pendant un an, voilà, pour devenir officier dans un régiment dans l'est de la France. Et quand je suis revenu à mon métier de chercheur, je m'étais rendu compte que j'étais passé à autre chose dans ma tête. Et j'ai eu une grande reconversion puisque j'ai fait un master RH à Sciences Po. Je suis rentré en deuxième année à l'ESSEC. Et puis après, j'ai cherché du travail. J'ai eu un entretien dans un cabinet de recrutement, comme beaucoup de gens. Un entretien pour un poste en RH et finalement ils m'ont proposé non pas de me présenter à leurs clients mais de devenir recruteur, de devenir chasseur de tête à mon tour. Donc voilà, j'étais candidat, je suis devenu recruteur. En résumé, voilà mon parcours. Si tu devais extraire quelques jalons clés de ton parcours, quels seraient-ils ? Alors, quand j'étais chercheur en histoire, il y avait une conférence à laquelle j'avais assisté qui m'avait marqué. C'était un chercheur qui étudiait les autres chercheurs. Et ça m'avait aidé à me projeter dans l'avenir. Et justement, ce chercheur, il disait que quand on était autour de l'âge de 30 ans, un chercheur, il avait atteint sa curiosité intellectuelle. En fait, il avait découvert des choses, il s'était prouvé à lui-même qu'il était capable d'être un bon chercheur, de trouver des pépites, d'apporter quelque chose à la science. Et après ça, il y avait une sorte, la curiosité intellectuelle s'émoussait et il fallait qu'il passe à autre chose. Par exemple, manager d'autres chercheurs ou gérer un centre de profit, parce que voilà, il y a aussi des centres de profit dans la recherche, faire des choses que finalement on fait en entreprise. Et donc, je savais que je pourrais pas faire toute ma vie en tant que pur chercheur, voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité d'apprendre à faire autre chose, un peu par obligation, du fait du service militaire, où je devais former, manager une trentaine de personnes, voilà. J'ai trouvé, il y a une porte qui s'est ouverte sur mon chemin et je l'ai saisie. Et pareil qu'après, quand j'ai eu un entretien dans un cabinet où ils m'ont dit, bon, les ressources humaines, pourquoi pas, mais est-ce que ça vous dirait pas plutôt de faire notre métier, d'être recruteur, d'être chasseur de tête? Donc je crois qu'il faut avoir à certaines de l'opportunisme. Voilà, faut avoir une certaine dans la vie, il faut pas hésiter à être un peu opportuniste, c'est-à-dire on a un projet en tête, bon. Pourquoi pas? Et puis s'il y a une belle opportunité qui se profile à l'horizon, voilà, vous marchez sur un chemin. Moi je fais très souvent ça. Je me promène le week-end. Voilà, j'ai l'intention d'aller à un point A à un point B, et puis parfois je vois un point C que j'avais pas envisagé. Je me dis tiens, c'est joli par là. Et puis voilà, et je vais dans une autre direction que celle que j'avais prévue au départ. Donc voilà, ne pas hésiter à être un peu opportuniste. Super. J'interromps juste là parce que le mot opportuniste, il peut être parfois très négatif dans Ah ouais. certaines têtes. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est notre choix.
si on veut aller d'un point A à un point B, de s'arrêter si on estime qu'entre-temps, il y a un point C qui mérite d'être Ouais. vu. Alors, d'une autre manière, oui, alors on peut dire opportuniste, il faut être curieux. Voilà, il faut être curieux, il faut savoir, comment dire, ouvrir les yeux, regarder autour de soi, ne pas rester trop focus, borné, et puis savoir s'ouvrir à ce que la vie veut vous proposer. Hmm. Voilà. Merci. Merci Thibaut pour ce premier détour donc, qui t'a amené à considérer un métier pour lequel tu n'avais pas postulé. Non, C'est exactement. quoi la suite, les prochains milestones que tu voudrais partager avec nous? Oui, alors au début, j'étais comme tout le monde, j'étais salarié. Alors j'étais salarié, j'ai appris le métier par le début, c'est-à-dire dans le métier de chasseur de tête, il y a les chargés de recherche qui cherchent les candidats, et puis il y a les consultants qui recherchent les clients. Et voilà, alors moi j'ai appris le métier par la base, c'est-à-dire trouver des candidats, trouver des profils qui sont rares sur les marchés, les identifier, m'entretenir avec eux. Et ça, c'est bien, toujours dans un métier, de commencer par la base pour apprendre vraiment les fondements du métier, parce que je reste persuadé que dans la chasse de tête, le plus important, c'est d'arriver à trouver des candidats, et parce que c'est ce qu'attend le client du chasseur de tête. Et puis, euh, et puis progressivement, bah voilà, bon, j'étais salarié, puis progressivement, je suis passé côté recherche de clients par mon réseau, par les gens que je connaissais, etc. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que j'avais plus besoin d'être salarié. Voilà, je suis passé un peu un modèle d'entrepreneur, hein, et c'est quelque chose que la plupart des gens font dans leur vie, hein, c'est-à-dire première partie de carrière. On apprend des compétences, enfin voilà, on apprend des compétences et on développe un réseau. Et puis deuxième partie de carrière, on vend ses compétences à son réseau. C'est ce que font la plupart des gens. Et moi, ça m'est arrivé, mais assez jeune, hein, puisque j'avais à peine 32, 33 ans, que j'étais déjà, comment dire, en mesure de trouver mes propres clients, c'est-à-dire les personnes qui allaient me payer. Donc, j'avais plus vraiment besoin d'être salarié. Voilà. Bon, même Hmm. si le salariat, c'est très confortable, ça vous permet d'acheter un appartement, de rassurer les banques, etc. Mais il y a un moment donné où c'est comme le vélo avec des roulettes, hein, le salariat, faut être capable de se passer de cette sécurité-là. Ouais. D'accord. Parce Alors, que le fait est que la plupart des chasseurs de tête sont à leur compte, hein. Voilà. je reviens là-dessus. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent aller vers l'entrepreneuriat. Et j'aime bien ton expérience parce que tu n'as pas enlevé les roulettes juste comme ça. Tu as commencé Ouais. à rouler, tu as vu que de temps en temps, tu n'en avais pas besoin. Et c'est ça qui t'a donné la confiance de. Parce que tu as pu non seulement. Tu as appris la partie Ouais. création de valeur qui est la recherche et l'identification de candidats, mais tu n'as pas oublié l'autre partie qui est essentielle, qui est de dire si j'arrive pas à trouver des clients, ça sert à rien d'être là-dedans, quelque part. Ça sert à rien de Oui. savoir Ouais. trouver des candidats si je veux être à mon compte, si je ne suis pas capable de trouver des Ouais. clients qui veulent ces candidats. Et donc, toi, tu as pu sauter le pas parce qu'à un moment donné, tu as pu démontrer ta valeur sur l'ensemble de la chaîne, entre l'acquisition des clients jusqu'à l'obtention de la valeur que les clients attendent. Oui, c'est tout à fait ça, parce que on a tous une idée de service qu'on pourrait proposer aux autres, mais bon, il y a un moment donné, si personne n'est intéressé par le service qu'on veut proposer, bon, faut se remettre en question, se dire bon, bah, ça correspond pas à un besoin par rapport au marché, et donc vaut mieux que je me réoriente, que je fasse autre chose, ou que je revoie un peu mon offre d'une manière différente, hein, voilà. Et moi, ce qui m'a donné l'occasion, hein, de passer côté entrepreneuriat, c'est un rebond dans la crise économique de 2008. Il y a eu la crise économique de 2008. Il y a souvent, hein, des crises économiques. Il y a eu aussi 2003. Là, on est en plein dans une crise économique, etc. Il y a eu le Covid, etc. Et en 2011, il y a eu un rebond de la crise de 2008. Et à ce moment-là, je commençais à chercher du travail parce que le cabinet dans lequel j'étais avait fait faillite. Et c'est un confrère qui m'a dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir besoin de comment dire, de chercher un poste salarié? Enfin, je sais pas, tu as remboursé ton appartement, donc à quoi bon? Enfin, t'as plus besoin de faire de prêt. Ne perds pas ton temps. Demande plutôt à tes clients s'ils ont une mission à te confier. Et puis après, le statut juridique, c'est-à-dire est-ce que je crée une SAS, une SASU, une URL, une société anonyme, tout ça c'est purement secondaire. On arrive, à partir du moment où on a des factures à émettre, on arrive toujours à trouver un statut pour les envoyer. Voilà. D'accord, d'accord, super. Donc finalement, c'est plutôt l'influence de quelqu'un qui t'a ouvert l'esprit sur la possibilité d'entreprendre, peut-être à un moment où tu n'y étais pas encore, tu t'y étais pas, t'as pas encore projeté.
Oui, parce que c'est important aussi dans un métier où c'est un métier que les gens font en profession libérale, hein, un peu comme les métiers d'avocat ou autres, hein, de partager fréquemment avec des confrères. Moi, j'ai beaucoup de confrères et donc on se voit de manière purement désintéressée. On partage sur le marché, sur les outils présents sur le marché, sur ce que les clients attendent de nous. Ça, c'est vraiment important pour parfois se remettre en question, pour se mettre à la page, hein, tout simplement, hein. Et puis les gens qui sont plus avancés que vous dans le métier sont toujours de bons conseils. Ouais. D'accord. Bon, tu dis un truc super important qui est, le réseau de pairs ou de collègues Ouais. sans élément de concurrence, mais qui vous permettent de grandir mutuellement. Juste un point parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de ça ou de salariés qui n'osent pas franchir le pas précisément parce qu'ils sont pas à l'aise dans l'acquisition d'un nouveau business. Quelle a été, toi, ton expérience et comment tu as pu développer la confiance avec un certain nombre de clients en sachant qu'ils ont pas aucun engagement vis-à-vis de toi quelque part? Ils vont pas se dire: «OK, vas-y, Mmh mh. sois entrepreneur, je te promets, je vais te filer du business». Enfin, ça n'a pas de sens et ce serait même pas Mmh mh. éthiquement valable. Donc, comment tu as réussi à passer cette transition? Est-ce que tu as des conseils particuliers pour les to be entrepreneurs ou les entrepreneurs actuels qui souffrent peut-être d'une faible, d'une faiblesse côté acquisition de nouveaux business? Oui, alors moi, le fait d'avoir travaillé au début en tant que salarié avec des chasseurs de tête beaucoup plus chevronnés que moi, hein, qui avaient 20 ans, parfois 30 ans de plus que moi, ça m'a quand même beaucoup aidé parce que il y a une sorte d'apprentissage qui s'est développé, donc je les ai vus fonctionner et puis ça m'a donné des exemples et puis après j'ai trouvé mon propre personnage, ma propre personnalité et bon ça c'est une première chose et puis aussi il y a quelque chose quand même de fondamental, il faut avoir confiance en la valeur ajoutée de ce qu'on apporte. Voilà. Parce que comment dire, un prestataire qui offre un service, c'est pas un mendiant, c'est pas quelqu'un qui fait la charité en disant allez soyez sympa, donnez-moi de l'argent, allez soyez sympa. Non, vous apportez une valeur ajoutée, l'entreprise a besoin de vous et sans votre service, elle peut, comment dire, elle peut dépérir, ça peut être déjà un exemple à donner là-dessus. Il y a quelques années, c'est pour un client, une entreprise qui faisait du recyclage de produits chimiques et il travaillait dans l'industrie pharmaceutique et il y a quelques années, une bonne partie de l'industrie pharmaceutique française s'est délocalisée en Europe centrale. Et donc cette entreprise qui recyclait des produits chimiques m'avait demandé de lui retrouver un commercial qui avait un réseau d'entreprises de produits chimiques en Europe centrale. C'est très précis, hein, mais souvent les postes de chasse de tête sont très précis. Et j'ai trouvé un commercial qui avait un réseau, un carnet d'adresses d'entreprises chimiques en Europe centrale. Et le client, après le recrutement, m'a dit, vous savez, Thibaut Chalmin, vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé 500 postes parce que notre carnet de commandes était vide et vous n'auriez pas trouvé ce gars-là, enfin ce commercial-là, notre carnet d'adresses serait resté vide et on n'avait plus qu'à fermer la porte, mettre la clé sous la porte. Donc voilà, donc c'est juste un exemple pour dire, bon voilà, on apporte une valeur ajoutée. Si l'entreprise est prête à vous payer, c'est parce que elle en a besoin. C'est pas pour le plaisir parce que vous trouve sympa. Non, quelqu'un qu'on trouve sympa, on lui offre un verre, mais on lui donne pas une mission de chasse de tête. Excellent, excellent. Je résume quelques éléments qui me paraissent d'une telle grande valeur que ça mérite Ouais. d'être peut-être rappelé. Le premier, ce que tu dis, c'est: «Bah, j'ai appris auprès de gens qui étaient plus chevronnés que moi». En début de carrière en particulier ou à tout moment lorsque vous envisagez à un moment donné Mmh. de monter en puissance, de créer votre entreprise ou autre, trouvez des gens qui puissent pas être des rôles modèles sur tous les aspects, mais au moins qui vous Mmh apprennent mh. quelque chose. Et donc si vous voulez devenir entrepreneur et qu'il y a un stage gratuit, non payé chez Elon Musk ou chez quelqu'un que vous apprécierez plus, Ouais, peu importe, allez-y parce que vous avez ouais. tellement à gagner. Je pense que cette notion de retour sur investissement, à être au contact de gens, ça c'est le premier point que tu as dit. Le deuxième, tu as dit, bah, il faut être conscient qu'on crée de la valeur. Parce Mmh que c'est mh. pas des mendiants. Et le troisième, associé à ça, c'est parce que tu crées de la valeur, présente-toi aussi de la sorte. C'est-à-dire que si on vient, qu'on se dit bonjour, excusez-moi, alors je suis chasseur de tête, cherche des clients parce que vous comprenez, les fins de mois c'est difficile. Oui, vous risquez de ne pas en avoir. Ouais, Et le quatrième, peut-être que tu n'as pas mentionné, mais que tu as démontré, ouais. c'est mettre en valeur ses réussites. Comme tu l'as fait là, Mmh mh. les emplois que tu as sauvés grâce à Ouais. une capacité à aller chercher des profils très pointus, très spécifiques, Mmh que mh. la plupart des gens n'arriveraient pas à trouver. Et c'est aussi Mmh. ça peut-être qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut se développer, c'est avoir des exemples aussi de réussite Ouais. personnelle ou société sur lesquels on peut s'appuyer. Merci beaucoup pour ces éléments. Oui, oui, très bien, ouais. Et En et Ensuite, si tu as ouais, d'autres bien sûr, hein. jalons? Non, non. Non, non.
Et oui, alors sinon oui, peut-être pour cadrer mon métier, c'est important de savoir dans quelle situation une entreprise va faire appel à un chasseur de tête. Alors une entreprise quand elle recrute, d'abord elle va d'abord utiliser son réseau. C'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire elle va regarder bah, parmi les gens que je connais, est-ce qu'il y en a qui ont le profil que je recherche. Alors ils vont contacter les anciens stagiaires, ils vont contacter les anciens prestataires de services, les intérimaires, ils vont faire les relations écoles. Hein, voilà, bah, je sais pas, bah, s'ils ont fait Centrale Supélec, là comme certains, bon bah ils vont envoyer l'offre d'emploi aux anciens élèves de Centrale Supélec. Et puis, dans 70% des cas, le recrutement par réseau, ça marche. Hein. C'est comme ça que l'entreprise va réussir à recruter ses cadres. Mais si ça n'a pas marché par le réseau, bon, à ce moment-là, elle va poser des annonces. Elle va les poser. Alors, il y a plein de sites très connus, hein, publicité gratuite, hein, Monster, Cadre Emploi, l'APEC, LinkedIn. LinkedIn, c'est un job board. Hein. Voilà, elle va poser des annonces et puis bah, des gens qui sont à l'écoute du marché, qui sont en recherche d'emploi même, vont voir ces annonces et ils vont postuler et puis ils vont avoir un entretien et voilà. Et là, ça, dans 20% des cas, ça marche. Voilà. 70% des recrutements, l'entreprise recrute par son réseau. 20% des recrutements, ça va être en posant une annonce, en faisant de la pêche. Ils font de la pêche et puis bah, quelqu'un postule, quelqu'un mord à l'hameçon, quelqu'un postule. Et puis si ça marche pas, ni par le réseau, ni par les petites annonces, là, elle se dit, oula, le profil doit être très rare sur le marché parce que il n'y a personne qui veut venir occuper ce poste. En tout cas, personne de compétent. Et c'est à ce moment-là, et en dernier recours, que l'entreprise va confier à un chasseur de tête, à quelqu'un qui fait de l'approche directe, c'est-à-dire quelqu'un qui va contacter des gens bah, qui sont en poste, hein, pour que cette personne, enfin ce chasseur de tête, arrive à présenter des candidats. En résumé, donc, c'est un chasseur de tête, c'est quelqu'un qui trouve des candidats là où il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui va fabriquer en quelque sorte des candidats, qui va débusquer des gens qui ont le bon profil, mais qui n'auraient pas postulé à l'offre d'emploi, d'abord parce qu'ils ont du boulot déjà, et qui voilà, et qui vont bah, comment dire, qui vont être intéressés peut-être à l'instant T par le poste que vous proposez, parce que ce poste leur apporte quelque chose. Et il faut donner quand même des chiffres à ce moment-là. À ce stade-là, c'est que en moyenne, dans une mission de chasse de tête, il faut identifier et contacter au moins 100 personnes, au moins, pour qu'il y en ait une seule au bout du compte qui accepte le poste que propose votre client. Ce qui est normal, puisque ce sont des gens qui sont en poste, ils ne vous ont rien demandé. Ce ne sont pas des candidats à proprement parler. Ce sont des gens qui ont le bon profil. Ils ont le bon profil et voilà, vous venez leur apporter une opportunité professionnelle. Et si vraiment elle les intéresse, ils vont la saisir. Mais 9 fois sur 10, d'ailleurs, la personne vous dit bah écoutez, non, moi, il ne m'intéresse pas votre poste. Hein. Proposez-le à quelqu'un d'autre. Voilà. Mmh. Tu peux revenir sur ton chiffre là, tu dis: «Je contacte 100 personnes pour en trouver une en moyenne». Et Ouais. c'est quoi à peu près l'entonnoir qui t'amène de la centaine que tu contactes? Alors bon, j'en contacte 100. C'est toujours très valorisant pour quelqu'un d'être contacté par un chasseur de tête. Ça. C'est comme se faire draguer dans la rue. Hein, voilà. Bon, on se dit oh là là, j'intéresse le marché. Donc très souvent les gens répondent. Hein. Les gens répondent, ils sont flattés. Et puis les gens sont joueurs aussi. C'est-à-dire les gens vous disent bon écoutez, moi je suis en poste, mais pourquoi pas, hein, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et moi, à ce moment-là, comment dire, je vais un peu plus loin. Il y en a au moins 9 sur 10, c'est-à-dire 10 sur 90, avec qui on va faire un entretien. Parce qu'ils vous ont dit, bah, moi, votre poste, a priori, ça peut m'intéresser. Et c'est en creusant avec eux, par exemple en creusant la rémunération. Très souvent, les gens sont à l'écoute du marché parce qu'ils disent bah, je pense que je pourrais gagner mieux ailleurs. Et très souvent, moi, je leur dis bah non, écoutez, moi, mon client, il vous paiera pas mieux que ce que vous avez aujourd'hui, pas mieux. Donc restez là où vous êtes. Ou alors le candidat que je contacte, il me dit ah ben moi, mon poste actuel, il est trop loin de chez moi. Alors moi, tout de suite, je vais voir sur ma pipe, vous habitez où? Moi, mon client, il est à tel endroit. Ah bah non, là, je suis désolé, là, vous avez qu'une demi-heure de trajet. Avec mon client, vous aurez trois quarts d'heure. Donc restez là où vous êtes. Ou Mmh. alors l'entreprise vous dit, enfin le candidat vous dit, bon bah dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, j'ai pas de perspective parce que c'est une petite société, etc. Bon, dans la chasse de tête, hein, ça arrive très souvent qu'on travaille pour des PME. Bon, bah là non plus, il y aura pas forcément d'énormes perspectives, voilà. Donc, faut pas hésiter à être franc hein, avec le candidat parce que personne n'a de temps à perdre. Donc voilà, en faisant une dizaine d'entretiens approfondis, on s'aperçoit qu'avec, il y en a au moins 7, enfin 6 ou 7 sur les 10 où bah, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Le poste correspond pas, il est pas intéressant pour eux. Il est vraiment pas intéressant. Il vaut mieux qu'ils restent là où ils sont. Mais il y en a trois, donc trois sur les 100 hein, au final, avec qui ça peut matcher. Ça peut vraiment matcher en termes de rémunération, en termes de contexte d'entreprise, en termes de mobilité, sur plein de choses, sur à peu près tous les grands points, ça peut matcher. Sachant que les compétences ont déjà été validées. Hein. Les 100 personnes que j'ai les contactées parce qu'ils avaient les compétences, ils ont le bon profil. Voilà.
Et ça, donc ça, c'est le problème est réglé dès le départ, parce que c'est moi qui ai choisi, pas des gens qui postulent. Et donc les trois, je les présente, trois ou quatre, et sur les trois ou quatre, qui sont tous bons, hein, il y en a un avec qui le client, enfin le fit va mieux se faire qu'avec les autres, et c'est celui-ci qui va être recruté. Voilà, D'accord. si je vais résumer, ouais. Merci, c'est super intéressant et ça donne un éclairage qui est extrêmement utile. C'est-à-dire que déjà, il faut être dans les 100. Pour être dans les 100, il faut que j'ai quelque part des traces de mes compétences et qu'elles soient lisibles par un chasseur de tête. Sans quoi, bon, après, il y a le titre de mes fonctions, qui est une chose. Mais bon, si le titre de mon poste, c'est chef de projet et que j'ai fait du project management depuis 30 ans, bon, ok, ça m'aidera pas forcément. Donc, il y a quelque part besoin d'avoir un peu de spécificité, d'où peut-être l'utilité, dis-moi hein, si je te dis des bêtises, Oui, oui, oui. de préciser quelques éléments dans le descriptif peut-être des postes qu'on a, de manière à pouvoir cibler ou en tout cas être identifiable. Je sais pas si tu regardes aussi des aspects compétences tels que cliquer, tu sais, tu peux avoir des gens qui te disent, voilà, Oui, hein, ou pas, si, ou pas alors, les. comment je fonctionne, moi, et la plupart des chasseurs de tête fonctionnent comme ça, je fonctionne beaucoup par mots-clés. C'est-à-dire que mon client, à chaque début de mission, on va, bon, il y a une fiche de poste, évidemment, mais il n'y a pas qu'une fiche de poste, il y a aussi tous les termes techniques qui définissent le métier de la personne recherchée. Et donc, tous les termes techniques de votre métier, il faut que ce soit présent sur votre profil LinkedIn, sur votre CV, même si ça peut paraître un peu rébarbatif, trop technique, non, faut pas hésiter à les mettre. Enfin, tous les langages informatiques que vous maîtrisez, Python, c'est très recherché. Si vous maîtrisez Python, il faut absolument que ce soit sur votre profil. Ce qui veut dire aussi que votre profil ou vos CV qui sont sur les CV Tech, hein, Monster, Cadre Emploi, l'APEC, etc., il faut les mettre à jour régulièrement, enfin au minimum tous les 2 ans, maximum tous les 3 ans, hein, ne serait-ce que pour être mieux référencé. Enfin, les algorithmes qui sont derrière les CV Tech ou derrière LinkedIn tiennent compte du fait que vous avez mis à jour votre profil. Bon, il faut absolument mettre une photo. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas mis de photo sur son profil. Ça fait un peu penser à un profil abandonné. Voilà, c'est un profil que quelqu'un a développé il y a plusieurs années, puis il a perdu le mot de passe, et puis ça paraît louche, quoi. Quelque part, ça paraît louche. Ou quelqu'un sur son profil, on voit qu'il n'a pas changé de poste depuis 7 ans. C'est pas possible. Voilà, donc c'est un profil qui n'a pas été mis à jour. Donc il y a peu de chances pour qu'en contactant cette personne, on ait une réponse. Voilà. Donc oui, oui, mettre des mots-clés, publier aussi sur votre domaine de compétences, partager vos réussites, ça c'est toujours très positif. On en parlait tout à l'heure, partager voilà, ou liker des articles, partager des articles. Moi, je me fais connaître hein, aussi beaucoup par LinkedIn en faisant une sorte de revue de presse du recrutement, hein, plus largement du monde du travail, et je fais une publication tous les jours. Une publication qui n'est pas forcément une publication de moi, hein, je suis pas journaliste, hein, mais voilà, je fais une sorte de revue de presse de ce qui se dit et ce qui s'écrit dans la profession. Bon, bah ça permet de communiquer. C'est-à-dire les gens vous connaissent, ont l'impression de vous connaître parce que vous devenez une référence dans votre domaine. Voilà. Donc Super, ça, voilà, super. faut pas hésiter à communiquer. Ouais. Beaucoup de choses que tu as dites, j'essaie d'en synthétiser quelques-unes de celles que j'ai retenues. Il faut que vous soyez Search Engine Optimized. En gros, Mm, il mm. faut que vous soyez, c'est typiquement un cas qui est faux. Vous parlez toutes les langues européennes. Ben, si vous mettez dans votre CV, je parle toutes les langues européennes, ben, personne ne va savoir que vous parlez le slovaque Mm, ou mm. je ne sais quoi. Donc vous avez plutôt intérêt, même si vous pouvez le marquer comme tel, à lister les langues que vous connaissez et de manière plus générale les compétences que vous avez pour qu'elles soient justement qu'on puisse, en fonction des mots clés, j'imagine qu'il y a peut-être aussi à essayer de regarder les équivalents, c'est-à-dire que chef de projet, gestion de projet, project management, tout ça, ce sont des mots. Je ne sais pas dans quelle mesure il est pertinent, d'après toi, de multiplier les mots-clés ou est-ce se dire non, ben, je le fais en français, ça suffit. C'est quoi ton avis là-dessus sur. On peut ouais, l'avantage. Alors LinkedIn, ça c'est bien. Vous pouvez faire votre profil en français et puis il y a un onglet en haut à droite où vous cliquez et vous pouvez faire votre profil dans n'importe quelle autre langue. C'est-à-dire vous avez un seul compte LinkedIn et votre profil peut être dans 4 ou 5 langues différentes. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser cette possibilité que vous donne LinkedIn pour développer votre compte en plusieurs langues. Et en effet, bon, l'avantage d'être chasseur de tête depuis longtemps, c'est qu'on a une culture métier. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai appris très, très rapidement, c'est que consultant métier et consultant assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est la même chose. Mais bon, un apprenti chasseur de tête, il sait pas qu'il y a plusieurs appellations pour le même métier. Donc en effet, oui, il faut pas hésiter à donner toutes les appellations différentes de votre métier. Voilà.
et pas simplement. Et à la limite, l'appellation qui est sur votre carte de visite, on s'en fout. Hein, mettez l'appellation la plus commune, la plus connue. Voilà. Parce que parfois, les entreprises ont leurs propres acronymes. Méfiez-vous des acronymes. Alors là, enfin, en tout cas, les acronymes qui sont propres à votre entreprise, il y a des fortes chances qu'elles ne soient pas partagées en dehors de votre entreprise. Et donc, ça va devenir une sorte de langage secret que personne ne comprend, donc il n'y a aucun intérêt finalement. Oui, ça, je connais bien pour avoir travaillé dans certaines sociétés qui utilisent des sigles pour l'organisation H, par exemple, pour RH Ouais, ou autre, ouais. et qui vont mettre leur sigle sur LinkedIn. Bon, c'est bien en langage interne, c'est un peu plus limité quand on parle extérieur. D'accord. Donc ça, tu parlais aussi d'être présent, d'être actif quelque part, de se créer une marque quelque part, de se dire Mm, voilà, mm, Thibaut, il rédige souvent des choses sur l'emploi ou bien il partage des choses. mm, Donc on associe Thibaut à chasseur de tête et à tous les mots-clés que tu mm, vas mm. chercher. Et j'imagine que de ce fait, tu vas peut-être être prudent à pas forcément partager des choses qui sont trop loin ou trop souvent pour éviter peut-être de diluer le message en se disant, mais attends, je comprends pas, il parle souvent de chirurgie, Thibaut, hein, non? Ouais. Alors oui, bah alors, par exemple, bon, j'ai beaucoup d'amis qui se lancent dans un business. Et ils disent, bah, Thibaut, tu pourrais pas publier, me faire de la pub, etc. Bon, voilà, je suis suivi par 150 000 personnes. Mais aujourd'hui, je veux bien bon, liker une de tes publications, mais en revanche, je vais pas publier sous mon nom une publicité pour ton offre de service, parce que en effet, ce serait pas cohérent et les gens vont se désabonner de mon profil. Ils vont même croire que tu m'as payé pour que je fasse ta pub. Enfin, comme les influenceurs sur Instagram, voilà, qui sont payés pour faire de la pub pour X, Y, Z et qui peuvent perdre toute cohérence et donc ne plus être suivis. En effet, ouais, ouais, faut garder une sorte de ligne éditoriale. Autre chose comme ligne éditoriale, moi, je vais rarement dans la polémique. Voilà. Enfin, je vais jamais même dans la polémique. Et d'ailleurs, quand je m'aperçois que j'ai publié quelque chose qui était polémique, ça m'arrive de le retirer. Voilà. Je pense pendant le Covid, par exemple, j'avais publié une infographie sur le nombre de morts par la grippe, le nombre de morts par le Covid, et ça avait créé polémique. Alors bon, mais entre guillemets, quand on fait de la polémique, c'est sûr, ça fait du buzz. Hein, voilà. Mais c'est pas, je pense, que c'est pas du bon buzz à long terme. Donc là, j'avais retiré, surtout que c'était pas mon domaine, l'épidémiologie, enfin voilà les épidémies, donc j'avais retiré ça, voilà. Donc il faut voilà essayer de garder sa ligne et puis c'est pas Facebook, hein, voilà, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est professionnel, LinkedIn, donc faut en effet faut faire attention à ce qu'on publie et puis à quel est votre domaine de spécialité, voilà, et rester dans votre domaine de spécialité. Ouais, Ouais, super. Merci beaucoup pour ça. Alors, on a dévié un petit peu par rapport aux jalons initiaux, mais c'est super ouais. important de tirer profit de gens compétents comme toi, qui ont aussi une Mm, perspective peut-être plus riche que ceux qui utilisent LinkedIn une fois tous les, tous les 3 mois. mm. Très bien, merci. Donc, tu es à ton compte, Ouais. mais tu travailles en groupe ou tu travailles seul à ce moment-là, au début de ta carrière? Alors au début, j'ai rejoint, enfin bon, à nouveau, hein, ça fonctionne beaucoup comme les avocats, hein, les chasseurs de tête. J'ai rejoint un cabinet dans lequel on était trois associés, mais chacun de nous trois avait sa propre structure juridique. Moi, j'avais une SASU, il y en avait un autre qui avait une URL, une troisième qui était en profession libérale. Et puis on avait des salariés, on avait trois salariés, et on avait comment dire, des locaux pas loin de l'Élysée, qui nous coûtaient assez cher, ça nous coûtait, c'était de l'ordre de 8 000 euros par mois. T'es dans le triangle d'or parisien. Un triangle d'or parisien, c'est beaucoup plus, enfin, c'est très cher. Et l'immobilier de bureau est beaucoup plus cher que l'immobilier pour les particuliers. Et donc, comme dans un cabinet d'avocats, on partageait les charges. Voilà, chacun avait sa propre clientèle, son propre chiffre d'affaires, et donc on partageait les charges, on payait notre quote-part pour les salariés, notre quote-part pour le loyer. Et beaucoup de cabinets fonctionnent comme ça. Il y a même des cabinets top management, des cabinets assez connus où chaque consultant en début de mois doit donner 20 000 euros, mettre 20 000 euros dans la caisse. Voilà, qu'il fasse du chiffre d'affaires ou qu'il fasse pas de chiffre d'affaires, il doit mettre 20 000 euros dans la caisse. Et ça lui permet d'utiliser les infrastructures du cabinet, d'utiliser la marque du cabinet, la carte de visite, etc. Donc ça fonctionne beaucoup comme ça. Voilà. D'accord. C'est impressionnant les chiffres que tu donnes. Ça veut dire qu'il faut une sacrée marque et de Mm. sacrées ressources pour pouvoir ensuite demander aux consultants. Alors j'imagine que c'est les partenaires ou trucs comme ça, que c'est pas le Ouais. consultant lambda qui travaille pour, mais en Mm. gros c'est la tête de pont et la tête de pont, elle va s'exposer à hauteur de, donc là ce que tu donnes comme exemple c'est 250 000, quasiment 240 000 euros par an Mm, mm, mm. de chiffre d'affaires qui va tout simplement être absorbé, qui va être qu'une Par partie des des charges. charges Mm, associée au fait que j'utilise une marque connue, j'imagine, qui mm, va me mm. permettre aussi de pouvoir peut-être m'interfacer avec des clients et avoir le stamp de telle ou telle marque. Je sais pas si tu vas en Ouais. citer ou pas, mais en Et, tout cas, ouais.
Ouais, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup. Moi, j'avais travaillé aussi pour un cabinet de conseil. C'est une ESN qui voulait monter dans le conseil en organisation. Et à cette occasion, j'avais rencontré des associés qui travaillaient dans les Big Four. Les Big Four que tout le monde connaît. Et en fait, ça fonctionne comme ça aussi dans les Big Four, c'est-à-dire que dans les Big Four, un partenaire, c'est quelqu'un qui doit ramener environ 3 millions d'euros minimum, pour mes chiffres d'affaires, ça doit être plus maintenant, mais 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec son propre carnet d'adresse. C'est pas le carnet d'adresse du cabinet qui fait fonctionner. Donc il arrive dans le cabinet, on lui donne une carte de visite de partenaire, mais il doit rapporter 3 millions d'euros de missions, de TJM chaque année. Et s'il le fait pas, bah, il sera pas gardé, il va être viré de l'association. Il faut savoir que ça fonctionne comme ça dans les cabinets de conseil, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, les gens qui sont au sommet, en réalité, ne sont pas des salariés, c'est-à-dire ce sont des associés, voilà. Et c'est eux qui font, qui apportent quelque part la valeur ajoutée, parce que la valeur ajoutée, les clients qui apportent les clients avec leur carnet d'adresse, et c'est parce que ils rapportent 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an ils ont le droit d'être associés au sein du cabinet. C'est important de savoir que ça fonctionne comme ça, ouais. D'accord, super. Je fais une pause parce que il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Oh les chiffres, mais c'est énorme, ils doivent se faire un fric monstre et cetera». Peut-être, peut-être pas. Mais ceux qui se font un argent monstre, c'est quand même des gens qui ont pris un risque aussi majeur que d'autres ne prendraient pas. Parce que quelque part Mhm. se dire, que je sais pas encore comment je vais faire, mais dans 6 mois, dans 1 an, il faudra encore que j'aille trouver 250 000 € ou beaucoup plus en fonction du Mhm. dont on parle, bah, c'est aussi une prise de risque importante et je pense que souvent on a tendance à voir les opportunités sans voir les risques associés Ouais. et c'est la combinaison des 2. Voilà, Mbappé ou tout autre gagne beaucoup d'argent, mais ils ont un certain nombre de risques associés, hein. S'ils se pètent une jambe, ils garderont Ouais. pas longtemps leur revenu. Et 2, ils ont aussi été filtrés, et cetera. Donc quelque part, on voit qu'une partie de Mhm. l'écosystème qui est ceux qui se feront peut-être Oui, des grosses sommes oui, d'argent. pour rebondir sur ce que tu dis, bah justement, moi, c'était donc une ESN qui voulait monter vers le conseil en organisation, Mmh. et j'ai reçu ces associés là, des Big Four, et très souvent, je leur dis, mais pourquoi vous avez accepté mon entretien? Parce que moi, c'était un poste beaucoup moins dimensionné pour un petit cabinet. Pourquoi vous avez accepté mon entretien? Et très souvent, la réponse que j'avais, c'était, je ne dors plus. Je ne dors plus, je vis dans un stress continuel, je ne vois pas ma famille, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que, en effet, les 3 millions d'euros, bah, c'est une épée de Damoclès, et il faut, ou un couteau sous la gorge, et ouais, il faut les faire, quoi. Il faut les faire. Et ça se termine, parfois ça se termine par des burn-out, des sorties de route, de l'épuisement, tout simplement, hein, voilà. Donc non, c'est pas, ouais, plus vous êtes payé, plus vous avez de responsabilités, plus vous avez de stress, plus vous avez de risque de burn-out, hein. Il y a que les héritiers qui ont l'argent sans les contreparties, que les héritiers. Mais bon voilà, et alors, ou bien on est héritier, ou bien on l'est pas. Mais voilà, quand on l'est pas comme nous, bah il faut travailler, quoi, voilà. D'accord. J'adore ce que tu dis et aussi l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément une ascension, illimitée. C'est que sa zone de confort, même si elle peut évoluer dans le temps, elle n'est pas forcément Mm, d'aller chercher plus de mm, tout, mm. plus d'argent, plus de risques, et cetera, parce qu'il faut trouver son équilibre et il est forcément personnel. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a oui, il y a des psychologues qui ont fait une étude, et ils ont trouvé que le niveau optimum de rémunération, le niveau au-dessus duquel comment dire, il y a plus de contraintes à gagner plus, c'est 5 000 € net par mois. Ce qui est pas, enfin, ce qui est beaucoup pour la plupart des Français. Le salaire médian en France, c'est 2 100 € net, hein. Mais 5 000 € net, comment dire, le salaire optimum de bonheur. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez gagner plus, 6 000 € net et plus, bah, vous allez encaisser un tel niveau de stress supplémentaire. Vous allez travailler 24/7, hein, voilà, c'est plus simplement je fais mes 35 ou 40 ou 50 heures. Non, là, il n'y a plus de limite, de limite, que finalement, à gagner plus d'argent et payer beaucoup plus d'impôts pour avoir un stress monumental qui fait que vous voyez plus vos proches, que vous n'arrivez plus à dormir, que vous êtes obligé de prendre des médicaments et tout ça. Bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc, en effet, hein, faut bien se connaître soi-même, savoir, oui, de combien vous avez besoin pour être heureux. Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser. De combien ai-je besoin? Voilà. Quel est mon niveau minimum voilà, optimum plutôt, pour être heureux. D'accord. Bon, super, merci. Donc tu as travaillé, tu partageais des coûts et des ressources Oui, avec d'autres associés oui. et à un moment donné, tu as dû shifter, non? Ou Et tu alors, à donner, oui, c'était un peu avant le Covid. Alors, bah, j'avais un associé qui avait plus de 80 ans. Bon, voilà, il avait, il avait respect. voilà, il avait, comment dire, et on pouvait comprendre il voulait un peu lever le pied. On avait un loyer qui était 3,69. Bon, là, c'était le moment de sortir.
Donc là, c'était le bon moment pour partir faire autre chose, enfin partir avec des charges moins importantes. 3-6-9, tu veux dire que tu as un 3 ans, contrat, 6 ans, voilà, 9 ans, ouais, voilà, et donc voilà. tu étais à une date de renouvellement, mais Oui, il fallait soit exactement. Ouais, ouais. reconduire avec une personne qui avait 80 ans et qui voulait sortir, donc ça en faisait un de moins, soit arrêter, c'est ça? OK. Oui, voilà, exactement. Et puis là, je me suis installé. Bah, c'est le fond d'écran hein, là que j'ai derrière. Je me suis installé publicité gratuite. Je me suis installé dans un WeWork. Alors WeWork, bon, c'est bien connu, hein, mais c'est des centres, comment dire, une colocation d'entreprise. Hein, si on devait résumer une phrase, que c'est qu'une colocation d'entreprise. Et l'avantage est dans une colocation d'entreprise, c'est que même si vous êtes en profession libérale, que vous êtes indépendant, c'est comme si vous aviez des collègues de travail. Et ça, c'est important. Moi, je pourrais pas faire de télétravail, voilà, parce que j'ai besoin, chez moi, j'ai trop de distractions. J'ai besoin de rencontrer des gens qui sont dans une dynamique, qui sont entreprenants, qui sont avec qui je peux échanger, partager, euh, découvrir de nouvelles astuces, des tips, voilà, ou comment dire, me mettre au courant de nouveaux business, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis installé ouais, dans cette colocation d'entreprise où on est 2400, donc on est vraiment très nombreux, 2400 personnes réparties sur plusieurs centaines d'entreprises. Voilà. J'adore, j'adore. Je discutais avec une collègue, enfin une personne que je rencontre Ouais. via un club, qui m'a dit: «Je vais reprendre le salariat, j'en peux plus. Je suis seul». Mm, Et toi, en fait, ton remède à ça, c'est de dire, bah, tu peux être seul, mais mm, rejoindre un espace, un environnement qui me permette de continuer d'interagir et pour le mm, coup, mm. aussi de t'enrichir. Peut-être avec dans le lot, il y a certainement des geeks, des experts de toutes les Exactement. cultures. Ouais, ouais. Donc si en plus tu as la curiosité et l'ouverture intellectuelle d'aller les rencontrer, tu peux très, très facilement t'enrichir de la rencontre de personnes que tu n'aurais pas vues si tu étais salarié, puisque de toute façon, tu as une telle diversité dans les milliers de personnes que tu as. Donc c'est top et je pense que c'est intéressant de le considérer peut-être pour quelqu'un qui voilà, qui aime la compagnie et qui veut pour autant rester sous une certaine forme indépendant. J'ai une question quand même pour toi. Tu fais tout seul ou tu fais toujours travailler des gens? Et si oui, comment tu gères ça? Est-ce qu'ils sont aussi en Oui, localisation ou? moi, à nouveau, hein, le cœur de métier, ce que le client attend de moi, c'est que je lui trouve des candidats, que j'identifie et que je trouve des candidats qui sont pas visibles sur le marché. Mmh. Et c'est cette partie recherche finalement que j'aime faire dans mon métier, cette partie investigation. Et quand on sous-traite quelque chose dans la chasse de tête, c'est pas la relation client, parce que la relation client, bon, quelque part, c'est plus important, parce que qui vous paye, c'est pas le candidat qui vous paye, c'est l'entreprise qui a un besoin. Et donc, moi, cette partie recherche de candidats, cette partie qu'on confie d'habitude à un chargé de recherche, qui parfois est quelqu'un qui est en prestation, hein, qui peut être un indépendant, bah, je la fais moi-même. Voilà, je la fais moi-même, c'est-à-dire que j'ai à la fois la relation client, la relation entreprise et la relation candidat. Ce qui a plusieurs avantages. Alors, l'avantage, premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de disparité de discours entre ce que dit l'entreprise et ce qui va être dit au candidat. Voilà, c'est-à-dire parfois le consultant se fait mal comprendre du chargé de recherche et le chargé de recherche donne une vision du poste au candidat qui est pas la bonne. Donc moi comme il y a le moins de disparité enfin de distorsion de discours entre l'entreprise et puis les candidats potentiels. Donc ça c'est assez important. Et puis il y a une deuxième chose qui est technique, c'est que avec LinkedIn, bah, c'est moi qui contacte directement le candidat. Et si c'était un chargé de recherche, eh bien, bah, ce serait une tierce personne. Et je sais que ça crée parfois des troubles hein, pour les candidats d'être contactés par quelqu'un qui leur dit ah bah maintenant bon, on a une relation. Mais finalement, vous allez vous entretenir avec une autre personne, voilà, avec mon consultant. Et là, c'est plus simple, surtout que à nouveau, hein, sur LinkedIn, j'ai 94 000 contacts directs. Quelle que soit la mission sur laquelle je vais travailler, sur les 94 000 contacts directs, j'ai des gens qui correspondent au profil recherché par le client. J'en ai. Ils ne sont pas forcément intéressés par le poste, mais j'en ai. Mais ils vont me répondre parce qu'on est en contact direct. Voilà. Et si c'était un sous-traitant, bah non, là c'est. Et puis je vais pas donner mon login, mes mots de passe comment dire, à un sous-traitant. Donc c'est un métier qui repose essentiellement sur l'intuitu personnel. Si je devais résumer mon métier aussi, enfin le rapprocher d'un autre métier que les gens connaissent, c'est un peu une agence patrimoniale. Voilà. Donc voilà, je présente comme présenter des hommes à une femme ou etc. Voilà, je mets en relation des gens. Et puis après, c'est à eux de voir s'ils ont envie de travailler ensemble ou pas. Ouais. D'accord. J'aime bien. Donc tu dis je simplifie, donc je fais plus ou moins tout par moi-même parce que j'ai envie Ouais. d'éviter les transferts d'une personne à l'autre qui génèrent des Ouais. incompréhensions, et cetera.
et tu l'as peut-être pas dit explicitement, mais ça me paraissait, mais Mm, dis-moi si c'est bien un autre point, c'est que tu as un atout qui est ton réseau mm, et que cet atout, quelque part, tu veux, un, en profiter directement par le mm, contact mm. direct et aussi en passant par des intermédiaires. Ce que tu ferais potentiellement, c'est je viens en stage chez toi, Thibaut, et puis je commence à travailler pour toi, et puis quelque part, je veux commencer moi-même à me constituer peut-être un portefeuille de Ouais. candidats qui pourrait à terme, je sais pas si c'est Mm. un facteur que tu considères ou pas, faire que moi je quitte et que je me retrouve finalement à aller piocher un peu dans ton même champ, voire être un peu concurrent. Est-ce que ça a du sens ou pas? Ou est-ce que tu dis non, la mer est tellement grande qu'on s'en fiche s'il y a quelques poissons en commun? Oui, bon, moi je me sentirais pas menacé par quelqu'un Ouais. que j'emploierais, mais le fait est que moi-même, au début de ma carrière, quand j'ai débuté, hein, c'était en 2004, c'était le début hein, des réseaux sociaux. Donc le réseau que j'ai commencé à développer en 2004, c'est toujours mon réseau aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était pas le réseau du cabinet pour lequel je travaillais, parce que bah, sur LinkedIn, bon, bah, c'est votre nom, votre prénom, hein, voilà, c'était pas un nom de cabinet, hein, donc je suis toujours en contact avec les premiers candidats, les premières personnes que j'ai contactées il y a 21 ans aujourd'hui. Toujours en contact, parfois ce sont devenus des clients d'ailleurs. Le candidat d'hier est devenu un client aujourd'hui. On se suit depuis 20 ans, donc on se connaît et c'est plus facile. Il y a de la confiance et c'est très important la confiance dans ce métier. D'accord. J'ai une question qui concerne ton métier d'entrepreneur. Tu vas gagner de l'argent si tu as des clients. Mais où est-ce que tu mets la limite entre avoir un équilibre, équilibre, c'est galvaudé, peu importe. Mhm. Est-ce que tu risques pas à un moment donné de faire des semaines tellement énormes, de ne plus poser de congés ou autre? Comment tu arrives toi à trouver cet équilibre, te dire non là j'arrête, ou à l'inverse je vais mettre le paquet? C'est quoi tes recettes là-dessus? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'était juste après le Covid, il y avait eu une sorte de libération du marché, c'est-à-dire tous les recrutements qui s'étaient pas faits pendant le Covid se sont faits après. Et il y a un moment donné où j'ai travaillé 90 jours d'affilée. Voilà, 90 jours d'affilée, j'ai travaillé samedi, dimanche, etc., etc. Ouais, là, je crois que je me suis mis en danger, hein. À ce moment-là, je me suis mis en danger, mais le fait est que le marché était là. Et si je devais relire après coup cette période-là, je pense qu'il y a des clients à qui j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire non, là, cette mission-là, elle va me demander trop de temps. J'aurais dû optimiser mon temps, voilà. Et alors que ma politique jusqu'à présent, c'était ne jamais dire non. Voilà, ne jamais dire non. Et parfois, bon, il faut se rendre compte que, en effet, on a des limites, voilà. Donc, ouais, il faut savoir se créer il faut bien se connaître soi-même. Enfin, finalement, mais après, c'est une question aussi de maturité, hein. Il faut avoir une certaine maturité pour se rendre compte. Tiens, il y a des warnings, voilà. Par exemple, moi, le sommeil. Pour moi, c'est un très bon warning. Si vous n'arrivez plus à dormir, si vous faites des insomnies, là, il y a un truc à régler. Là, il y a un truc à régler. Vous n'êtes pas en paix. Là, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai une règle par rapport à ça, c'est de jamais prendre de somnifères ou de ce genre de choses. Voilà. Si j'ai des problèmes de sommeil, c'est qu'il y a un truc j'ai un truc à régler. Voilà, j'ai un truc à régler, il faut y faire face. Voilà. Donc c'est un peu moi, voilà, c'est mon, comment dire. Alors l'appétit, moi ça va toujours, mais quelqu'un qui a plus d'appétit, alors là aussi, hein, gros warning, gros warning. Ouais. Quand vous voyez plus vos amis, vous voyez plus vos amis, là, gros warning. Vos amis qui vous disent, faut écouter ses amis, hein, votre entourage, faut l'écouter. Vous dire, ah bah t'es pas là, on est ensemble là, mais t'es pas là, tu m'écoutes pas, voilà, bon. Là, faut faire attention, ouais, en effet. D'accord. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton conseil sur le sommeil que j'ai aussi entendu par d'autres personnes qui disent typiquement quand tu veux travailler, enfin quand tu as des employés, des salariés qui semblent être en souffrance, et cetera. On est tous parfois sous pression pour toutes sortes de raisons. Une bonne question, c'est de poser: «Est-ce que tu dors bien?» Et généralement, Mm, la mm, personne qui est vraiment sous pression, elle va peut-être que c'est le moment mm, justement, sous réserve que le dialogue soit instauré, c'est le moment où elles vont craquer parce qu'elles vont peut-être lâcher des mm, mm, choses qui sont fortes émotionnellement, qui sont peut-être justement de bons indicateurs. Donc j'aime bien ton conseil d'observer ou d'être attentif à soit des phénomènes physiologiques, type le sommeil, l'appétit, soit les feedbacks des gens, des uns et des mm, autres. mm, Alors après, j'imagine que tu fais le tri entre la personne qui est juste jalouse parce que tu as beaucoup de chiffre d'affaires et que eux, bah, ils en ont pas. Tu devrais ralentir un petit peu. ouais. Et ceux qui sont peut-être Ouais, plus bien dans la bienveillance et pour lesquels ça ouais. vaut le coup effectivement de se poser. Bon, super. Donc tu as fait tes 90 jours non-stop. De manière générale, est-ce que tu t'es mis une sorte d'hygiène de vie ou pas? Comment tu arrives Si, oui, oui. Alors, moi, mon cycle, c'est pas l'année où voilà, je travaille toute l'année, je pars en voyage à la fin de l'année. Ce n'est pas non plus la semaine, voilà, où je travaille beaucoup toute la semaine et en week-end, je fais complètement autre chose. Moi, mon cycle, c'est 24 heures. Mon cycle, c'est 24 heures, c'est-à-dire que tous les jours, en sortant du boulot, il faut que je fasse quelque chose enfin, de distrayant.
Alors ça va être voir des amis, ça va être aller au cinéma, aller au théâtre. J'ai une carte cinéma, je vais au moins 3 fois par semaine au cinéma. Voilà, donc il faut vraiment que je m'aère l'esprit, que je pense à autre chose. Et la pire des journées, ce serait une journée où je sors du travail, je rentre chez moi, et le lendemain matin, je retourne au travail. Il faut absolument moi qu'il se soit passé quelque chose entre la sortie du travail et le moment où je retournerai au travail le lendemain. Ça peut pas être juste rentrer chez moi et dormir. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Est-ce que tu avais d'autres jalons déjà? Il y avait aussi, oui, la partie ici, la partie positionnement de la chasse de tête. Est-ce que c'est Oui, pour les juniors? Est-ce que c'est en milieu de carrière? Est-ce que c'est pour le top management? Je sais pas si on peut venir là-dessus, oui. avec Si plaisir, ça oui, peut, oui. voilà. Alors, bon, la chasse de tête, c'est surtout là où il y a des pénuries de compétences. Et les pénuries de compétences, quand même, le gros du marché, ça va être des postes ou des postes techniques ou des postes de commerciaux. Et ça va être des gens plutôt en milieu de carrière. Pourquoi? Parce qu'en début de carrière, quand on sort d'école, on l'a tous connu, on n'est pas, on a acquis des connaissances en école, mais on les a pas suffisamment mises en pratique. Et finalement, notre métier, on l'apprend dans les premières années de notre carrière en entreprise, voilà. Et donc, quand une entreprise veut recruter des juniors, en général, elle passe pas par des cabinets. D'abord aussi parce qu'il y a beaucoup de malheureusement du chômage des jeunes diplômés. Donc une entreprise quand elle recrute des juniors, bah, elle recrute les anciens stagiaires, les anciens apprentis. Rien que par ça, elle peut faire le plein. Et puis éventuellement, elle va poser des annonces. Mais en général, elle n'a pas besoin de passer par des cabinets. Et à l'extrême inverse, en top management, souvent on s'imagine que la chasse de tête, c'est le top management. Bah, en fin de carrière, finalement, parce que c'est un peu ça, le top management, il n'y a pas tant besoin de cabinet que ça. Il n'y en a pas tant besoin. Pourquoi? Parce que les pyramides dans les entreprises sont de plus en plus aplaties, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens au sommet. Pourquoi? Parce que les actionnaires, qui sont les propriétaires des entreprises, ne veulent pas que la masse salariale soit trop dispendieuse. Hein. Voilà, entre donner de l'argent aux actionnaires ou donner de l'argent aux salariés, malheureusement, dans le capitalisme français, qui n'est pas le capitalisme rhénan, qui n'est pas le capitalisme allemand, le capitalisme français préfère mieux rémunérer les actionnaires plutôt que les salariés. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Donc finalement, le top management, c'est pas forcément le principal domaine de la chasse de tête. Et alors à ce moment-là, la question qui vient souvent, mais comment on trouve des postes en top management? Bon, alors d'abord, on les trouve en interne. Toi, Jaffar, tu en es un bon exemple, c'est-à-dire on a été un bon soldat dans l'entreprise pendant 20 ans ou 15 ans, et puis on a fini par être rémunéré, on a fini par notre investissement a été reconnu et on a fini par devenir cadre dirigeant au sein de la société. Le plus souvent, c'est ça. Hein, 90% des gens qui ont des postes de cadre dirigeant, c'est pas recrutement interne. Hein. Et puis sinon, bah, les 10% restants, ça va être plutôt par cooptation. Ça va être par cooptation, c'est-à-dire ça va être par le réseau, c'est-à-dire des gens à qui vous avez rendu des services précédemment ou des gens qui vous apprécient parce qu'ils ont déjà travaillé avec vous dans une autre entreprise et qui vont vous appeler pour venir travailler chez eux. Et très souvent, alors c'est pas pour autant que l'entreprise passera pas par un cabinet de chasse de tête, mais le cabinet de chasse de tête, hein, les fameux cabinets de top management que tout le monde connaît, leur travail est un peu différent du mien, c'est-à-dire que leur métier, c'est pas d'identifier des gens qui veulent gagner des millions. Tout le monde veut gagner des millions, donc c'est pas difficile de trouver des gens qui veulent gagner des millions ou 10 000 euros par mois, ne serait-ce que 10 000 euros par mois. Mais leur métier, ça va être surtout ces cabinets-là d'évaluer les gens. C'est surtout des cabinets qui sont experts en évaluation, c'est-à-dire que les candidats, ils sont déjà là. D'ailleurs, avant même que le poste de cadre dirigeant se libère, il y avait déjà des gens qui étaient là pour sauter sur l'occasion, pour prendre le poste à la moindre occasion. Et l'entreprise, ce qu'elle va demander au cabinet, c'est de faire une évaluation. Elle va demander un regard externe. Elle va dire, bon, bah, à votre avis, bon, on est intéressé par cette personne-là qu'on connaît depuis toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont ses drivers? Qu'est-ce qui le motive dans la vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le prestige? Je sais pas quoi. Quels sont ses dérailleurs? C'est-à-dire dans quel contexte d'entreprise il va donner le meilleur de lui-même? Est-ce que ça va être une entreprise typiquement un peu très très français, très hiérarchisée et tout, ou alors ça va être une société en mode agile, en mode start-up, etc. Ce qui sont des contextes d'entreprise complètement différents. Et donc le cabinet externe, il va faire ça, il va prendre des références, voilà, il va donner une évaluation pour dire bon bah le candidat que vous envisagiez de recruter, bah non, on pense que c'est un bon candidat ou à l'inverse, on pense que non, voilà. Mais c'est ça, voilà. Mais à nouveau, ouais, top management, les top managers, c'est un peu comme les champions. Alors c'est super, ce sont des champions. Voilà, il y a un moment donné, ils ont tellement donné d'eux-mêmes, sont tellement performants ils ont décroché le titre, ils ont décroché la médaille. Mais une fois qu'on a décroché le titre, une fois qu'on a défendu la médaille, il faut réussir à rester au sommet du podium. Et ça, tout le monde le sait. Là, tout à l'heure, on parlait de Mbappé.
Mbappé, oui, bah voilà, tous ces grands champions-là, tous les jours, c'est un challenge. Tous les jours, c'est un challenge pour pas perdre son titre. Et le danger, bah, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, ça peut être le burn-out hein, pour un cadre dirigeant. Il y a un moment donné où le corps lâche, quoi. Le corps lâche, ou l'esprit lâche, ou la personne se dit tout simplement, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, maintenant j'ai envie de profiter de la vie. Et bon, ben à ce moment-là, elle risque de plus être cadre dirigeante. Voilà, elle risque de repartir dans. Voilà, elle est arrivée au sommet, elle risque de redescendre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas hein. Elle fera autre chose. Elle va coacher des juniors. Elle va créer même sa boîte, qui sera une beaucoup beaucoup plus petite boîte, mais elle va partager son expérience. Elle va à nouveau, elle va vendre ses compétences à son réseau professionnel. Mais voilà, le marché des cadres dirigeants n'est pas celui qu'on croit, parce qu'en effet, des gens qui gagnent plus de 10 000 euros net par mois et plus, bah, tout le monde les veut, ces postes-là. Donc, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie de cadres dirigeants. Absolument pas. Mmh. Bon, super intéressant. Merci pour ces échanges qui sont assez surprenants pour ma part parce que je pensais justement que aller chercher des cadres dirigeants de haut niveau, c'était un vrai marché. Je le voyais pour deux raisons. La première, c'est Mm, capacité à des non-experts d'aller vraiment évaluer ce qu'est un bon cadre dirigeant en fonction du besoin de la société. Donc ça, mm, je voyais ça comme étant la partie métier et capacité à évaluer que mm. tu as mentionné. Et la deuxième, c'était aussi d'un point de vue plutôt tactique. C'est moi, en tant que chasseur de tête, j'ai aussi intérêt à recruter un CEO qui Ah, bien sûr. va Ah oui, chercher un CFO ou un Chief HR Officer ou autre personne de l'excom et qui pourra travailler avec moi, moi qui lui ai permis de prendre sa place. Donc pareil, dans un oui. sens de réciprocité quelque part. Ouais. Alors oui, bah, quand je parle avec mes confrères sur leur site internet, la plupart du temps, ils mettent top manager, top exécutive, voilà, je fais des postes de top exécutive, et, voilà. Et alors je leur demande, bon, t'as fait combien de postes à 120 KE et plus l'année dernière? Oh, hein? Voilà, mais en général c'est ça, c'est un poste, voilà. Mais en effet, ce sont les postes les plus lucratifs, hein. Moi, plus je recrute des postes de top manager, et mieux je gagne ma vie, hein, évidemment. Ouais. Mais le fait est, vous savez, le cœur de métier de la chasse de tête, ce sont les gens qui font les choses, c'est-à-dire qu'ils sont dans le cœur de métier. Mais les top managers, souvent, ils sont dans le faire-faire. Voilà, ils sont dans le faire-faire. Mmh. Et le faire-faire, bah, ça demande moins d'expertise, tout simplement. Ça demande moins d'expertise. Donc, voilà, bon, la vie est assez simple, en fait. Hein. D'accord. Heu, Tu me dis si tu es à l'aise ou pas, je veux pas des chiffres précis, Mhm. mais le schéma, le business model, j'ai quelque chose en tête, mais ça m'intéresse que tu me dises comment est rémunéré un chasseur de tête. Oui, ça c'est une bonne question. Mon ancien collègue là, qui avait plus de 80 ans, quand il avait débuté dans la chasse de tête dans les années 80, un cabinet prenait 33% de la rémunération de la personne qui était recrutée. Par exemple, si la personne, comment dire, gagnait 100 euros, faisons simple, hein, voilà, et ben le chasseur de tête, il allait facturer 33 000 euros pour le recrutement. Ça, c'était les années 80. Et à l'époque, non seulement il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet, et lui, il prenait dans des annuaires papier d'anciens élèves, il prenait des noms, il écrivait des lettres, il leur disait envoyez-moi votre CV, etc. Bon, voilà. Le métier était complètement différent, puis c'était très long. Et donc, c'était 33%. Aujourd'hui, comme tous les métiers de prestation de service, les taux ont beaucoup baissé. Et aujourd'hui, le taux moyen, c'est 20%. Je vais être très clair, c'est 20%. C'est-à-dire que c'est plus 33 000 euros pour un poste à 100 K euros, ça va être plus que 20 000 euros. D'accord. Mais voilà, ça va être 20 000 euros. Sous réserve de Euh, succès, j'imagine. C'est quoi? oui, C'est 6 alors mois? C'est quoi le ça fonctionne comme ça. Oui, il n'y a pas de dans la profession. Moi, je ferai un aparté là-dessus, mais il n'y a pas les missions au succès hein, sont interdites par le Syntec Recrutement, qui est l'association professionnelle des chasseurs de tête. On n'a pas le droit de faire de missions au succès, comme pour les avocats. Hein. Oui, un avocat qui ferait une mission au succès, c'est-à-dire il dit au client vous ne payez que si je gagne le procès, il sera radié de l'ordre des avocats. C'est interdit. Voilà, donc non, au minimum, il y aura un acompte qui sera payé en début de mission, parce que la chasse de tête, c'est énormément de boulot, énormément de travail. C'est pas recruté par des petites annonces. Vous savez, il y a des cabinets anglo-saxons dont on connaît tous le nom, qui font du recrutement par petites annonces. C'est pour ça qu'ils sont très connus, c'est pour ça qu'on connaît tous leur nom, parce qu'ils inondent le marché de petites annonces. Et ceux-là, ils fonctionnent par pêche, en fait. Il ne faut pas de la chasse de tête, il faut de la pêche. Et ces cabinets-là, ils peuvent se permettre de travailler au succès parce que ils vont facturer des frais. Donc c'est au succès, mais ils facturent quand même des frais d'annonce. Ils disent aux clients, bah vous savez, moi je vais poser l'annonce de votre offre d'emploi avec mon nom à moi, pas votre nom à vous, mais j'ai besoin de les payer ces annonces. Et alors ces cabinets, c'est un truc
assez peu connu, mais c'est qu'ils se rétribuent de cette manière-là, c'est-à-dire la rentabilité, elle est sur les frais de mission. Elle est sur les frais de mission, voilà, un peu comme un chercheur d'or qui vendrait des pelles et plus que, enfin voilà, que le vendeur de pelles qui gagne mieux sa vie que celui qui trouve les pépites d'or. Voilà, eux, ils vendent des pelles, ils vendent des annonces, enfin, ils Mhm. revendent des packs d'annonces et la rentabilité est sur la revente, sur les frais, plus que sur les recrutements eux-mêmes, parce que enfin, il y a pas toujours de recrutement au bout du compte. Voilà. D'accord. Bon, super. Voilà. Merci beaucoup pour cette perspective. Je ne savais pas que de conditionner Mm. le paiement partiel, j'entends Ouais. une partie qui doit être fixe parce qu'il y a du travail dans tous les cas. Donc ça se fait plus. C'est-à-dire que tu peux pas dire. Non, et je vais vous dire, c'est comme un peu une psychanalyse. J'ai remarqué, tant que la personne n'a pas payé, elle n'est pas impliquée dans le recrutement. Tant qu'elle n'a pas payé, elle n'est pas impliquée dans le recrutement. Elle méprisera votre travail. Vous lui enverrez des candidats, elle vous répondra même pas. Parce qu'elle n'a pas payé, parce qu'en fait, elle n'est pas dedans. Donner une mission au succès, c'est zéro engagement pour l'entreprise, zéro. En fait, elle se remplit sa CVTech gratuitement. Elle se remplit sa CVTech gratuitement. Et d'ailleurs, on avait fait des statistiques sur les cabinets qui faisaient des missions comme ça au succès. 4 fois sur 5, il n'y a pas de recrutement au bout. 4 fois sur 5, il n'y a aucun recrutement. Alors, bon, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre aux cabinets qui se rentabilisent sur les frais d'annonce, parce que de toute façon, 4 fois sur 5, il n'y aura pas de recrutement. Donc au moins, ils ont gagné ça. Au moins, ils ont gagné les frais d'annonce. Au moins, ils ont gagné ça. En fait, c'est deux. Enfin, voilà. Le client lui-même est un peu escroc sur les bords, voilà, parce que ils disent, bah ouais, envoyez-moi des candidats, et puis au bout du compte, pas de son, pas d'image. Ah, mais je vous avais pas dit, mais en fait, j'ai annulé ce recrutement. Ah non, c'est gelé. Ah bah non, je le ferai pas finalement. Voilà. On pensait qu'on avait un besoin, en fait, on n'en a pas. J'ai un témoignage personnel, c'est qu'à un moment donné, j'avais été approché par un chasseur de tête. J'étais Ouais. pas au tout début, mais j'avais quelques années seulement d'expérience, je crois Mm. 4 ou 5 ans. Et j'avais passé tous les entretiens, et cetera. Finalement, on m'a dit non. Et la même société avec laquelle j'avais interagi m'avait recontacté, cette fois-ci pour un autre job, et je suis rentré en fait dans cette autre Ah ouais. société. Voilà, donc j'étais un peu mal à l'aise parce que je me suis dit bon, voilà, Ouais. égoïstement, je me suis dit bon, aller rappeler les autres pour dénoncer la société qui va me recruter, c'est pas forcément très intelligent, mais j'ai vu un peu les limites et les dangers quelque part d'aller utiliser un chasseur de tête, dire non, 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 et puis se faire effectivement un Et portefeuille de exactement, candidats. ça c'est beaucoup la Ouais. spécialité des cabinets, des ESN. Les ESN font énormément ça. Elles se remplissent leur CVT gratuitement avec des apprentis chasseurs de tête qui n'ont pas de mission. Et comme ils n'ont pas de mission, ils prennent des mandats au succès. Et voilà, ils s'épuisent. Bon, à la fin, ils ont fait faillite. Et ils ont rempli les CVT gratuitement Mhm. des ESN qui vont ensuite recruter dans leur dos. Et si un jour ils se rebellent, le chasseur de tête, l'apprenti chasseur de tête, faut appeler ça par leur nom, l'apprenti chasseur de tête, ils diront, mais non, mais on le connaissait déjà, ce candidat. Non, mais on l'avait déjà vu par nos propres moyens. On avait vu son profil sur LinkedIn, etc. Bon, on peut pas le Mhm. prouver, donc voilà. Si ça te va, j'aimerais bien qu'on se mette dans la peau du recruté. Alors, tu es Bien, recruteur, ouais. c'est bien, je pense, de comprendre ton métier. Le recruter, donc on a déjà discuté de comment je dois mettre en avant mon profil avec les bons mots-clés, etc. Peut-être contribuer par du contenu pour aussi être visible et Mm, montrer sans diluer le message, c'est-à-dire pas forcément parler de plein de spécialités si ce n'est pas les nôtres. Donc, il y a aussi une histoire de ligne éditoriale, comme tu avais mentionné, j'aime bien ouais. le terme, Mm, qui est après à chacun, bien entendu, de choisir les mm, siennes. mm. Quelles sont les autres recommandations, les erreurs que tu vois que les candidats font lorsque soit ils sont même pas détectés par toi et pourquoi tu penses qu'ils ne le sont pas, soit ils sont détectés par toi et puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent mal. L'idée, c'est qu'on capitalise sur les erreurs que tu as pu voir Mm. avec 21 ans d'expérience maintenant. Ouais. Moi, quand je contacte un candidat potentiel, je dis un candidat potentiel parce qu'à la base, il a postulé à rien, mais il a le bon profil. Moi, je suis très sensible à sa réactivité. Voilà. Est-ce qu'il me répond? Est-ce qu'il est poli? Est-ce que quand on se fixe un rendez-vous, il est là? Ne serait-ce que pour une visioconférence ou un rendez-vous téléphonique? Parce que si dès le début, je le sens pas, enfin, il est très distant, il vous dit un truc mais il tient pas parole, mais qu'est-ce que ça va être avec la partie, avec mon client, quoi? Donc moi, je le présente. La pire des choses, c'est que moi, je me porte pas garant de quelqu'un quand je le présente à une entreprise. Je me porte garant de quelqu'un, et puis le jour de l'entretien, le candidat ne vient pas, il n'est pas là. Alors là, c'est la catastrophe parce que je perds toute crédibilité par rapport à l'entreprise qui a bloqué 1 heure, qui dans son emploi du temps. Enfin, donc mon interlocuteur est pas content du tout. Ouais. Donc au moins, voilà, quand on vous contacte, se montrer fiable. Voilà. Ne pas mentir aussi. Il y a beaucoup de gens qui mentent, ne serait-ce que par exemple sur les histoires de rémunération. Potentiellement, un cabinet, il peut vous demander votre fiche de paye. Il peut vous le demander. Vous n'êtes pas obligé de le donner, hein, absolument pas. Hein.
C'est pas un document obligatoire. Mais parce que la tentation chez le candidat, ça va être de faire de la surenchère salariale. Donc, par exemple, s'il gagne 60K euros, il va dire je gagne 70K euros. Voilà. Bah, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, moi, mon client, le maximum du poste, c'est 70K euros. Et du fait que le candidat m'a dit, moi, je suis à 70K euros, moi, je lui dis, ça s'arrête tout de suite. Parce que vous êtes déjà au maximum de ce que propose le client. Donc, bah voilà. Alors que s'il avait dit la vérité, il avait dit, je gagne 60K euros, en allant chez mon client, il aurait eu les 70K euros qu'il rêvait d'avoir, mais qu'il n'avait pas. Donc, faut pas ne pas mentir. Ça a l'air très basique hein, comme conseil, mais de nos jours, c'est important. Ouais. Merci. Je reviens là-dessus, je rebondis plutôt. Sur le salaire, il y a un certain nombre de personnes, et ça, j'en Mhm, ai vraiment conscience, ayant moi-même été manager, je vois que 2 profils à mhm, peu près identiques, voire même un meilleur que l'autre, ouais. peuvent avoir des fois des différences salariales énormes qui ne sont pas justifiées par l'âge ou même par la Mhm, compétence. mhm, Comment je fais quand, en prenant ton exemple, je suis pas payé 60, je suis payé 40, je fais le boulot de gens qui sont payés ouais. 60, mais je suis rentré, j'avais pas le bon diplôme, je me suis pas bien débrouillé en termes d'augmentation salariale, de visibilité, d'un tas de choses, et je me retrouve maintenant sous-payé. Et il y a aussi cette tendance naturelle de dire combien tu gagnes. Ah, tu gagnes 50, ah, ou 40, pour reprendre l'exemple, mais je vais pas te donner 70, même si tu les vaux. Comment toi, tu arrives à faire la distinction entre quelqu'un qui est sous-payé et pour lequel tu n'as pas intérêt à reconduire ça, déjà, il viendra pas, et deux, tu veux pas quelqu'un de Mhm. frustré et qui vienne en se disant je suis sous-payé. De l'autre côté, tu n'as pas envie d'aller dans de l'inflation. C'est quoi tes guides, enfin, tes recommandations là-dessus? Bon, moi, c'est déjà d'être franc, hein, c'est de dire la vérité. Et la personne qui me dit, je gagne 40K euros, alors que sur le marché, elle devrait gagner 50, bah, c'est super pour tout le monde, en fait. Moi, je me dis, tiens, c'est bien, ce gars-là, il va aller. Et sa motivation pour prendre le risque de quitter sa société et pour aller signer un CDI et faire une période d'essai chez mon client, bah, ça va être la rémunération. Donc, moi, j'ai besoin de sentir la motivation de la personne. Pourquoi elle est prête à prendre ce risque? C'est un risque, hein, toujours, hein, de quitter la sécurité d'un employeur qu'on a déjà pour faire une période d'essai dans une autre entreprise. Donc là, la rémunération, ça c'est bien. Voilà. Après, sinon, quand on change de poste, oui, malheureusement, quand on est sous-payé dans une entreprise, la seule manière qu'on a d'augmenter, c'est de partir. Hein. Ça, et comme ça, l'entreprise se remettra en question parce que quand il va quitter sa société, ce gars-là, on va lui dire, mais pourquoi tu pars? Et ben, il va dire, bah, parce que on me propose 15 000 euros de plus à la concurrence. Et là, l'entreprise va être obligée de se remettre en question. Et puis surtout que la personne en partant, elle va dire à ses collègues qui sont également sous-payés, bah, tu sais, le marché il nous propose beaucoup plus. Et là, l'entreprise sera vraiment obligée de remonter toute sa grille de rémunération. Donc voilà, oui, oui, non, ça peut être. C'est une motivation qui est tout à fait, au contraire, hein, entendable, hein, le fait de partir parce qu'on gagne mieux sa vie ailleurs. Enfin, on a tous un emprunt immobilier à rembourser, on a tous des charges, etc. Ouais, c'est pas honteux. Donc non, non, au contraire. Ouais. C'est super utile, je pense, pour un certain nombre de personnes qui voient la négociation salariale comme quelque chose limite de bon, on n'est pas à l'aise. Et en fait, ce que tu dis, ben, j'ai le droit de dire je suis payé Ouais, 40, je devrais être payé plus, je le sais parce que vu ma connaissance du marché, etc., ouais, ouais, trompé. Là aussi, peut-être il y a des gens ouais. qui n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'est le marché, mais admettons, et je viens et je dis clairement, moi, je veux rattraper mon gap salarial, je vais avoir du mal à le faire en interne, mais par contre, c'est pas la peine de me proposer 45, même si je gagne 40, parce que j'ai une prise de risque, etc., etc. Voilà. Donc, et tu dis, en fait, c'est un Oui, dialogue entendable. Alors, faut pas être obsédé par l'argent, non, mais c'est une non, non. réalité et tout le monde comprendra que l'argent a aussi une importance dans les choix de poste. À nouveau, hein, c'est le rapport, c'est toujours l'éternel rapport entre les salariés et les actionnaires. Voilà, c'est le rapport de force entre les deux, et c'est des réajustements continuels à avoir entre les deux. Hein. Vous apportez de la valeur ajoutée à l'entreprise, et cette valeur ajoutée, si c'est pas vous qui en bénéficiez, ça sera les actionnaires, donc qui sont tous Mhm. des héritiers. Hein. Voilà, qui travaillent pas forcément pour l'entreprise. Donc non, non, c'est pas du tout honteux. Vous rapportez de l'entreprise. Enfin, c'est normal que ça ruisselle dans votre poche. Vous rapportez de l'argent pour l'entreprise, c'est normal que ça ruisselle dans votre poche. C'est RSE. C'est RSE, voilà, Mhm. d'avoir un intéressement, une participation, même si c'est pas assez développé à nouveau comment dire, dans les entreprises françaises. D'accord. Voilà, donc, Je reviens sur un point que tu as aussi dit et qui est quelque chose que j'essaie de véhiculer, que ce soit dans mes ouais. posts, ma chaîne YouTube ou autre, c'est l'importance de sa valeur sur le marché de l'emploi. Et ce que tu Mm, dis, c'est que en réalité, là où il y a un enjeu, c'est quand il y a une tension entre l'offre et la demande. Et en l'occurrence, mm, lorsque la demande est supérieure à l'offre. Ça veut mm, dire que nous, en tant que salariés, si on veut rester salarié, et au passage, c'est aussi valable quand on est mm, entrepreneur, c'est comment je fais pour me constituer un set d'expériences et de compétences
qui me rend suffisamment unique pour que si ces profils sont recherchés, je me retrouve un candidat très crédible et très intéressant ou très intéressante si je suis une femme pour le poste. Est-ce que tu as des recommandations sur les tendances éventuelles auxquelles il faut... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien d'avoir, on revient là sur le sujet au début, là, d'avoir des mentors, c'est-à-dire des gens qui Mhm. sont dans le même domaine que vous, mais qui sont plus avancés que vous. Ne serait-ce que regarder les profils LinkedIn de gens qui ont 50 plus que vous dans leur carrière. Regardez quelles formations ils ont suivies, même des auto-formations hein, sur Coursera et autres. On a tous, par exemple, tous, on a besoin de se former aujourd'hui à l'intelligence artificielle. On a tous besoin. Donc avoir une certification IA sur son profil, c'est essentiel. Hein. Voilà, moi j'ai suivi récemment une formation sur comment utiliser l'IA dans le recrutement. Bon, ben, c'est indispensable. Voilà. Donc, ben, voilà, regardez vos homologues, regardez les gens qui sont plus avancés que vous dans la carrière. Dans l'idéal, les rencontrer, échanger avec eux, voir les formations complémentaires qu'ils ont suivies, voir comment dire quel itinéraire ils ont pris. Bon, très souvent dans une carrière, au début, on apprend une partie technique, enfin on fait de la technique, après on fait du management, après on fait du commercial, et puis à la fin on gère un PNL, hein, on gère un bilan, un compte de résultats. Enfin en général la carrière type c'est ça, hein, voilà. Donc donc en effet, savoir en permanence quel serait le next step. Voilà. On dit il y a pas de vent favorable pour celui qui sait pas où il va. Ben voilà, savoir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire demain, et s'inspirer de gens qui sont plus avancés que vous dans la carrière, avoir un projet qui soit un peu réaliste. Et voilà, et voir ah toi tu fais, enfin voir votre coach, voilà, la personne qui est plus avancée que vous dans la carrière, elle fait telle chose. Bon, savoir quel est le chaînon manquant, qu'est-ce qui vous manque dans votre profil, quelle est la brique manquante ou la formation qui vous manque pour franchir le next step. J'adore. Merci beaucoup pour tes conseils très précieux. Si vous êtes junior ou en cours de carrière, ou peu importe en fait où vous en êtes, si vous avez besoin d'idées, je pense que tu as partagé énormément de conseils, de pépites pour se remettre en cause et identifier peut-être les chemins qu'on peut prendre pour être encore plus épanoui. L'objectif n'étant pas de gagner plus, mais simplement de trouver un emploi qui nous convienne. Et s'il ne nous convient pas, d'être plus facilement en capacité d'aller trouver un autre job ailleurs. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as d'autres conseils ou pas? Sinon, on peut passer aussi à LinkedIn sur que tu pourrais donner à des candidats en face de recruteurs, qu'ils soient chasseurs de tête ou pas d'ailleurs. Non, oui, garder le contact, oui, garder le contact. Bon, même si vous n'êtes pas intéressé, moi, à nouveau, hein, je contacte au moins 100 personnes par poste, 100 personnes qui ont le bon profil, qui ont le profil recherché par mon client. Si vous n'êtes pas à l'écoute du marché à ce moment-là, répondez quand même, dites quand même, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je suis bien là où je suis aujourd'hui. Je vous ferai signe le jour où je serai à nouveau à l'écoute du marché. Bon, c'est toujours bien, c'est de la politesse, hein, mais ça c'est toujours important, c'est toujours apprécié. Non, mais sinon, oui, peut-être, oui, passer sur le sujet LinkedIn, en effet, hein, ouais, Mhm. ça peut être ouais. Donc, LinkedIn. Dans LinkedIn, il y a de tout. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de compte, qui vivent bien dans leur société, dans le grand groupe ou autre. Ouais. Mais pour toutes celles et ceux qui, soit ont un horizon de temps de travail encore de plus que 5 ans, et ou qui veulent s'ouvrir à la possibilité de changer de boîte, ou même tout Mm, mm, simplement de faire connaissance avec des gens intéressants qui ne sont pas forcément dans leur mm. écosystème direct, je pense que ça vaut le coup d'écouter quelqu'un comme toi, justement, qui a pas loin de 94 000 Ouais. contacts Mm, directs mm. et après 150 000 followers. Comment on fait pour se constituer un réseau LinkedIn de ton expérience? Oui, bon, moi c'est un instrument de travail au quotidien. C'est-à-dire, j'arrive le matin, j'ouvre LinkedIn, je repars le soir, je ferme LinkedIn. Mais c'est la première chose que je fais en arrivant et la dernière chose que je fais en partant. Et entre les deux, ça m'arrive de me connecter depuis mon téléphone, donc et surtout le week-end. Mais oui, donc moi c'est vraiment un instrument de travail que j'utilise au quotidien. Voilà, parce que 90% des cadres sont sur LinkedIn. Hein. Les seuls qui n'y soient pas, là, tu y faisais allusion, ce sont des gens, par exemple, ce qu'on appelle des cadres maison, des gens qui ont fait toute leur carrière dans une entreprise, qui sont très méritants, ils sont rentrés avec ou sans le bac, et puis ils ont monté tous les échelons, et qui en général sont tellement fidèles, tellement reconnaissants par rapport à leur entreprise, qu'ils partiront jamais. Donc, bon, à quoi bon avoir une vitrine sur l'extérieur? C'est une vitrine sur l'extérieur, hein, LinkedIn, une vitrine professionnelle sur l'extérieur, une vitrine depuis l'extérieur, on vous voit dans cette vitrine, et puis vous-même, vous voyez les autres entreprises, les autres profils, etc. Mais donc, c'est vrai, quand on est cadre maison, on n'a pas vraiment besoin d'être sur LinkedIn, ou alors des gens qui sont dans des métiers très particuliers.
bon, je connais des gens qui travaillent dans les services spéciaux ou alors qui ont des métiers très, comment dire, avec une forte confidentialité. C'est normal qu'ils soient pas sur LinkedIn ou alors qu'ils y soient, mais pas avec leur vrai nom. Ça existe aussi. Mais bon, à nouveau, hein, 90% des cadres sont sur LinkedIn. Hein. Donc c'est intéressant pour être au courant de son secteur d'activité, des évolutions de son métier, de ce que diffuse votre réseau, de ce qui est partagé. Les algorithmes sont assez bien faits, hein, ils vous recommandent des publications qui pourraient vous intéresser. Donc oui, c'est le média professionnel par excellence. Et sinon, un profil LinkedIn, souvent il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn en me disant, voilà, est-ce que je peux vous envoyer votre CV? Alors il y a deux choses à savoir là-dessus, c'est que sur la messagerie LinkedIn, vous pouvez mettre une pièce jointe, vous pouvez envoyer le CV, mais en fait c'est même pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que votre profil LinkedIn est un CV, c'est beaucoup mieux qu'un CV parce que c'est un CV enrichi par des médias, par des articles que vous avez pu écrire, par des vidéos que vous avez pu faire. Donc oui, voilà, LinkedIn c'est beaucoup mieux qu'un simple CV. Ouais. Mmh. Ouais. Quelles bonnes et mauvaises pratiques tu as sur LinkedIn? Alors, les mauvaises pratiques, alors il y a des tentations en ce moment, c'est d'utiliser des extensions sur Google Chrome pour faire du CRM. Il y a des extensions Google Chrome où, par exemple, moi en tant que chasseur de tête, on va me proposer cette extension d'envoyer des mails tout faits à des DRH en disant voilà, je m'appelle Thibaut Chalmin, je suis chasseur de tête, blablabla. Bla. Il va le faire automatiquement, tout seul, bam bam bam. Ça, je trouve que c'est pas une bonne pratique parce que d'abord parce que c'est pas qualitatif. D'abord parce qu'on reçoit tous trop de messages et on se rend très vite compte euh, que c'est un moteur qui a envoyé ça. Et puis un petit détail pratique, c'est que LinkedIn fait la chasse aux moteurs de ce type. Et si vous êtes pris la main dans le pot à confiture à utiliser ce genre d'automates, ce sont des automates, votre compte peut être bloqué. Voilà. Puis si vous avez votre compte bloqué, ça peut être très, très, très embêtant pour récupérer votre compte. Donc ça, je recommande pas. C'est une fausse bonne idée. Voilà, la fausse bonne idée de se dire, bah tiens, par exemple, je vais pas chercher du travail par moi-même. C'est LinkedIn qui va identifier les profils de gens qui pourraient être intéressés par mon profil et bam, 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 et je vais leur envoyer des messages. Moi, je reçois en tant que chasseur de tête, des messages tout faits de gens qui ont utilisé ce type d'extension. Hein, j'en reçois tous les jours. Hein. Voilà, donc ça, voilà, c'est une fausse bonne idée. Ouais. Et dans les bonnes pratiques? Et les bonnes pratiques, alors, quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, toujours rajouter un message. Parce que moi, 9 fois sur 10, les gens qui me contactent ne rajoutent pas de message. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils me contactent. Voilà. Et sur LinkedIn, à chaque fois, même sur votre téléphone, hein, il ne faut pas faire juste ajouter. Il faut faire ajouter et rajouter un message. LinkedIn vous le propose. Vous rajoutez un message. Rajoutez un message, vous dites, voilà pourquoi je vous contacte. Et notamment, quand vous travaillez votre réseau sur LinkedIn, il faut toujours rester en contact avec les gens avec qui vous avez été en stage, avec les gens vous avez été en école, les gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez suivi des formations professionnelles, ou les gens, par exemple, vous avez suivi une conférence liée à votre métier, le lendemain, vous envoyez un message au conférencier en disant merci pour cette conférence, vous m'avez ouvert des portes, ça m'a appris beaucoup de choses, ce qui est vrai en plus. Voilà. Donc il faut faire ça. Il faut envoyer un message, remercier la personne, lui dire pourquoi on la contacte, parce que faire plus. Ouais, déjà, à un moment donné, vous allez être bloqué par LinkedIn, hein, c'est interdit de faire ça, et puis c'est pas qualitatif. Donc voilà. Et vous-même, d'ailleurs, moi parfois, il y a des gens, je suis en contact avec eux, je me souviens plus pourquoi je suis en contact avec eux, et je vais voir dans messagerie, je dis, et je vois qu'on s'est contacté suite à tel événement, et voilà, et on avait discuté ensemble autour d'un cocktail. Bon voilà, moi je rencontre 5 à 600 nouvelles personnes chaque année. Donc je rencontre beaucoup de gens, hein, 5 à 600 personnes, donc ma mémoire sature. Hein. Donc j'ai rencontré 10 000 personnes dans ma vie. Donc j'ai besoin parfois de me souvenir comment j'ai rencontré cette personne. Et donc le message sur LinkedIn que j'ai échangé en me mettant en contact avec cette personne, ah oui, on s'est rencontré à telle occasion. Ça c'est précieux. Merci. Juste une petite remarque, parce que toi, tu dois avoir un compte pro. Moi, j'en ai pas. Et j'ai toujours l'habitude d'envoyer un message personnel. Ouais. Bonjour Thibaut, nous nous sommes rencontrés à telle occasion, etc., etc. Je serais content de rejoindre ton réseau, par exemple. Sauf que j'ai le droit à 5 messages personnalisés. Au-delà de ça, je ne peux plus envoyer de messages personnalisés. Ma méthode à moi, à défaut d'avoir un pro, c'est à ce moment-là, bon, déjà les plus critiques, j'attendrai le mois prochain pour l'avoir, mais sinon, c'est de demander contact, parce qu'on s'est vu juste aujourd'hui, on a discuté, tu reçois mon message. Par contre, dès que je vois que tu as accepté mon invitation, merci Thibaut d'avoir accepté mon invitation, j'étais ravi de te rencontrer à Montparnasse, dans le machin, etc. Et de mettre quelques éléments, effectivement, qui me permettront moi aussi de me souvenir. Oui. Toi et moi, on sait qu'on s'est rencontrés à Montparnasse aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 6 mois, peu importe, dans un certain temps, peut-être que ça vaudra le coup. Et donc, j'essaye,
c'est ma manière, tu parlais de CRM, donc Customer Relationship Management, quelque part, c'est aussi un outil qu'on Ouais. peut utiliser comme ça. Moi, j'aime bien dire, et au fait, félicitations pour ta fille qui est née avant-hier. Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir dans un an, moins 2 jours, que je vais pouvoir te souhaiter joyeux anniversaire ou premier anniversaire à ta fille. C'est ce genre de truc qui peut être utile de faire. Très bien. C'est Ah. intelligent, je pense, et c'est surtout extrêmement utile parce que, comme tu dis, on a une mémoire limitée, Ouais. donc autant tirer profit des outils qui nous sont donnés. Bon, super, merci pour ces conseils. D'autres pratiques que tu vois, que tu aimerais partager? Oui, sur LinkedIn, bon, c'est à nouveau, hein, c'est un super outil. Quand vous avez comment dire, un de vos contacts qui a un nouveau poste, il y a une notification LinkedIn. Ça aussi, c'est l'occasion de rester en contact, de dire, bah, félicitations pour avoir décroché cette belle opportunité. Voilà, bon, et donc ça peut être l'occasion d'échanger, de partager ou de faire une offre de service. Hein, voilà, le fait que votre interlocuteur a décroché un nouveau poste, ça peut être très bien aussi. Ou la personne a publié quelque chose, vous trouvez l'article intéressant et vous rebondissez dessus. Voilà. Mhm. Voilà, donc on rebondissait, ah oui, j'ai beaucoup aimé ça, j'aimerais développer tel point avec vous, etc. Ouais. Non, non, ça Mhm. c'est du qualitatif, voilà. Ouais. C'est du qualitatif, ouais. Et je te remercie parce qu'effectivement, je pense que toi encore plus que moi, j'ai plein de gens qui me contactent et je vois que c'est soit du bot, c'est un truc Ouais, 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 automatique, exactement. soit c'est tellement superficiel que tu poses une question et puis il n'y a pas de répondant, ou le message c'est juste super, great, awesome. Awesome, c'est le truc par défaut en Mm, anglais, je pense, dans certains trucs. Et donc, il y a une belle valeur à dire j'ai adoré ton article, en particulier le point numéro 2 et numéro 7, et je m'interroge sur tac tac. Parce que là, on mm, montre une réelle attention et je pense que la ouais, qualité, elle vaut beaucoup plus que juste la quantité de relations superficielles. Vous pouvez avoir cliqué autant de mm, fois mm, sur ajouter à mes contacts, ça fera pas de vous quelqu'un qui aura un réseau puissant, je pense. mm, mm. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Super. Très- Merci pour ça. Euh, Tu publies tous les jours. C'est dur quand même. Comment tu fais pour trouver déjà les idées et pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Oui, alors comment je fais? Bon, à nouveau, hein, moi je suis en permanence sur LinkedIn et comme tout le monde, j'ai une timeline sur LinkedIn. Et plus vous regardez, moi, mon sujet c'est quand même le recrutement, les ressources humaines, et donc LinkedIn me propose des informations qui ont trait à mon sujet de prédilection. Et donc c'est pour ça que je fais une sorte de revue de presse de ce qui se publie. À chaque fois, je veille toujours, par exemple, quand je diffuse une infographie, à dire voilà, c'est un tel qui a produit cette infographie, ça c'est important. Hein, voilà. Donc je fais de la pub à beaucoup de gens finalement, voilà, parce que moi-même j'ai pas le temps de produire une infographie ou j'ai pas le temps d'écrire un article parce que c'est un métier. Je suis pas journaliste RH, moi mon métier c'est chasseur de tête. Et donc le fait d'être abonné à moi, ça permet à mes contacts, à mes followers, de voir les sujets qui sont à la mode en ce moment dans le recrutement. Voilà. Donc ça c'est important. Alors moi, à quoi ça me sert? Bah, j'ai des appels entrants comme ça. Enfin voilà, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et ils ont besoin de recruter et ils me contactent par ce biais-là. Nous, par exemple, tous les deux, on était en contact depuis 2014. Ouais, tu vois, 2014, donc ça date. Mais bon, on n'avait pas eu encore de sujets en commun. Mais bon, voilà. Donc ça c'est important. Et puis, tiens, je vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à un cocktail et il y avait la DRH de Microsoft qui était là. Et je vais me présenter à la DRH de Microsoft. Et elle me dit, mais enfin, Thibaut Chalmin, ça fait 10 ans que je vous suis sur LinkedIn. Je vous connais. Et j'avoue qu'à ma très grande honte, je ne savais pas qu'elle me suivait sur LinkedIn. Elle faisait partie j'avais peut-être pas 150 000 followers à l'époque, j'en avais moins, mais bon, voilà. Mais elle me suivait, donc elle me connaît. La DRH de Microsoft me connaissait, voilà. Donc c'était flatteur, voilà, c'était flatteur. C'était elle qui me disait, mais je vous connais depuis le temps. Voilà. Excellent. Excellent. Donc, ouais. Je vais te partager une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé ma vie d'entrepreneur. Enfin, plutôt une conséquence. J'arrive, je discute avec quelqu'un que je connais bien, qui Ouais. m'apprécie, que j'apprécie, et il m'apprend en fait qu'il y avait eu un appel d'offres sur quelque chose qui était dans mon champ de compétences et j'avais pas été sollicité. Et là, je m'en suis voulu. D'abord, je me suis dit, mais mince, il aurait pu penser à moi. Et après, je m'en suis voulu parce que je me suis rendu compte que j'étais pas top of mind. Alors, je suis désolé pour l'anglicisme, mais si on n'est pas dans la tête des gens parce qu'on Ouais. est absent, on a beau être un type bien ou une dame bien, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce que lorsqu'on est en train de chercher un fournisseur, un candidat ou autre, est-ce qu'on pense à vous ou pas? Et toi, ce que tu fais par tes publications quotidiennes, c'est, même si elles apparaissent pas tout le temps chez tout le monde, mais à un moment donné, la dame de Microsoft, elle t'a suffisamment vu pour penser à toi et même te reconnaître. Alors, sous réserve que Ouais. la Ouais. photo, bien sûr, faut pas que ce soit quelque chose qui Ouais. soit foncièrement différent, mais c'est génial. Et donc là, tu illustres une manière d'utiliser LinkedIn. Alors, bien sûr, pour celles et ceux qui écoutent et qui se disent, bah, attends, moi, je vais pas passer tous les jours sur LinkedIn, tout dépend de l'usage que je voulais en faire. Toi, c'est ton instrument.
qui te sert à trouver des candidats, à trouver des prospects, des clients, etc. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, mais la question, elle se pose quand même de se dire, est-ce que je peux tirer profit de LinkedIn d'une manière ou d'une autre pour rester connecté, pour démontrer ma compétence et faire en Mm. sorte que Thibaut vous contacte pour un Oui, deal oui. de données, Mm, mm. par exemple, ou toute autre chose. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu avais un ou deux derniers points sur LinkedIn ou est-ce qu'on a exploré? Non, 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 à nouveau, hein, c'est un super instrument qui a vraiment révolutionné l'univers du recrutement. LinkedIn, alors très souvent, moi j'ai des prospects qui me disent, oh, bah, moi aussi je peux aller sur LinkedIn pour trouver des candidats qui ont le bon profil. Mais à chaque fois, je leur fais la comparaison avec Tinder. C'est-à-dire, vous vous connectez sur Tinder, vous voyez des super profils. Ah bah celle-là est super, celle-là. Sauf elles répondront jamais. Et trouver des bons profils sur LinkedIn, en effet, c'est à la portée de tout le monde. Sauf que la quantité à identifier, à contacter pour que ça puisse aboutir, bah, c'est au moins une centaine. Et ça, arriver à en trouver 100, arriver à les contacter, arriver à ce qu'ils vous répondent, bah, c'est un métier et c'est le métier de chasseur de tête. Ouais. Et il est super bien ton point parce que ce qu'il illustre, c'est que pour le chiffre que tu avais donné arbitrairement, où tu as dit Ouais. j'ai un candidat à 100, donc moi je suis rémunéré à 20, ce qu'il faut voir, c'est combien la société va dépenser pour essayer de trouver des candidats et est-ce que ces candidats-là feront l'affaire aussi bien que ceux que toi tu auras trouvés, en sachant que ce que toi tu vas aller chercher, c'est aussi des gens qui ne cherchent pas du travail. Oui, Ok. exactement. Et sachant, Jafar, oui, très souvent, quand une entreprise recrute par le réseau, elle prend des gens qui correspondent pas tout à fait. Mais comme elle connaît la personne, elle se dit, bon, bah, je vais l'envoyer en formation, etc. Et on a des statistiques, hein, mais 40% des recrutements que l'entreprise fait par elle-même, c'est-à-dire presque un sur deux, ça marche pas. Presque un sur deux, c'est un échec. Parce que bah, la personne correspondait pas tout à fait. Donc, elle l'a trouvé gratuitement, parce que la personne était dans le réseau, mais elle n'avait pas tout à fait les compétences, et ça a été le gap à franchir était trop important. Alors que quand une entreprise passe par un cabinet, en général, elle est beaucoup plus exigeante que par rapport aux candidats qui sont présentés, et donc elle veut du plug and play, quoi. Elle veut du plug and play, elle veut que le candidat que je lui présente, il connaisse déjà bien le métier, et le premier jour, bah, il fait le métier. Voilà, il n'a pas besoin d'être formé parce que à la limite, c'est lui qui va former les autres, parce que c'est lui qui apporte sa valeur ajoutée. Voilà, c'est pas un copain qu'on a recruté parce qu'il était au chômage. Et le recrutement par le réseau, c'est beaucoup ça. Un copain, il connaît pas le métier, mais il est sympa et il a une famille à nourrir. Bon, ok, ouais, c'est bien de faire ça, mais en même temps, l'entreprise a ses propres intérêts. Oui. D'accord. Donc le business case, il devient évident dans ton cas, par exemple, où Ouais, d'un côté, quelqu'un qui fait pas tout à fait l'affaire versus quelqu'un qui a même suffisamment de compétences pour ne même pas avoir à perdre trop de temps, à part les spécificités de la ouais, société, ouais, pour monter en compétences. Super. ouais, ouais. On arrive à la fin et j'aimerais juste te poser quelques questions si tu es d'accord. La première, c'est est-ce que tu as une idée ou une information qui mérite d'être plus connue, qui est peut-être pas la croyance collective aujourd'hui? Oui, la différence entre la chasse de tête et l'outplacement, parce que ça, c'est l'éternelle confusion. Mhm. Spontanément, quelqu'un, il pense que, enfin, un cadre, bon, il pense qu'un chasseur de tête, son métier, c'est de lui trouver du boulot à sa place. Voilà, c'est une sorte de consultant Pôle emploi France Travail, un consultant France Travail gratuit. Non, moi, c'est vrai, je contacte 2 à 3 000 personnes chaque année pour leur proposer un poste, mais ce sont des postes qui m'ont été confiés par un client, par une entreprise. Et à l'inverse, je reçois presque 20 candidatures spontanées tous les jours, mais ça n'arrive jamais que les candidatures spontanées que je reçois correspondent à une mission qui m'a été donnée à l'instant T par un client. En revanche, il existe un métier parallèle à la chasse de tête qui s'appelle l'outplacement. Et l'outplacement, c'est un consultant que vous allez payer, ou en tant que candidat, vous allez le payer pour qu'il vous aide à trouver du travail. Lui, c'est un France Travail privé. Un France Travail privé qui va vous aider à utiliser LinkedIn, à activer votre réseau, à trouver des offres pour retrouver du travail. Voilà, ça, il faut bien différencier la chasse de tête. On est payé par l'entreprise. L'outplacement, c'est vous qui payez le consultant et il est à votre service. Ça, c'est deux métiers différents et qu'on confond systématiquement. D'accord. Juste question pratique, parce que pour le coup, je connais pas. L'outplacement, c'est quoi à peu près les tarifs? Comment Alors les gens oui, sont payés? Parce qu'il y a une partie investissement, ça se trouve, ils vous aident même à ah oui, envoyer pour votre le coup, c'est CV, jamais au succès, entretien. jamais, jamais, jamais au succès. Oui. Et bon, pour un cadre, c'est entre 3 et 5 000 euros. Pour un cadre, c'est entre 3 et 5 000 euros. Et pour un cadre dirigeant, souvent le cadre dirigeant, c'est la boîte qui le licencie qui va payer le cabinet d'outplacement. C'est le bonus de départ. Et un cadre dirigeant qui est licencié, lui, ça peut être des outplacements à 20 000 euros. 20 000 euros, mais là, pour le coup, c'est l'entreprise qui paiera les 20 000 euros, qui dira au Mhm. cadre qui est licencié, ou bien on vous donne un bonus de 20 000 euros en partant, ou bien on vous paye un outplacement. Mais des gens qui ont, par exemple, qui n'ont jamais cherché du travail et qui se retrouvent à 50 ans dehors,
c'est bien d'être accompagné parce que savoir comment fonctionne le marché du travail quand on n'a jamais été confronté à ça, c'est pas du luxe. Hein. C'est pas du luxe. Faut être accompagné par quelqu'un. Ouais. D'accord, super. Merci beaucoup, c'est hyper précieux parce que la plupart des gens, et moi inclus, j'en avais aucune idée du prix que ça pouvait Mm. représenter. Après, je vois par contre la valeur que ça peut apporter, notamment lorsqu'on a Ouais. pas l'habitude d'être confronté aux entretiens et au marché du travail. Merci pour ça. Est-ce que tu auras un conseil pour avoir une carrière aussi épanouissante que possible? Moi, je vais vous donner un conseil, mais la jeune génération le fait d'instinct, c'est faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez. Bon, écoutez les conseils, mais au final, allez là où vous avez envie d'aller. Voilà. Et puis, si le matin, il y a aussi tiens, un autre critère. Est-ce que le dimanche soir, vous avez la boule au ventre en pensant au lundi matin? Bon, franchement, si vous avez la boule au ventre en pensant à ce que vous allez au travail que vous allez faire le lundi matin, bah là aussi, là peut-être qu'il faut faire autre chose. Voilà. Là aussi, ça c'est un critère. Donc, non, faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez qu'une seule vie, c'est la vôtre. Donc, allez là où vous avez envie d'apporter votre valeur ajoutée. Voilà. Là Bon, où vous vous sentez épanoui. c'est top et c'est terrifiant ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, c'est quelque part, si tu as la boule au ventre le dimanche, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça peut Mm. faire peur. Mais de l'autre côté, c'est tellement vertueux parce que je pense que ceux qui réussissent le plus, c'est pas ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui s'amusent le plus. Ça, c'est Mm. mon avis. Et donc, s'amuser, ça veut pas dire ne pas travailler, ça veut juste dire que ce qu'on fait, que d'autres appellent du travail, c'est ce que nous, on appelle du plaisir. Et je pense que plus on arrive à aligner dans un monde idéal, et Mm. ce sera jamais parfait, et oui, tout le monde fait des choses parfois rébarbatives, difficiles ou autres, Mm. mais c'est de tendre vers ça. Et donc, si vous n'y êtes pas, juste ne vous déprimez pas et vous dites pas, bon, je quitte ma boîte et puis je vais voir Thibaut va me trouver un autre. Déjà, il faudra avoir un autre placement. Et deuxièmement, il y a Ouais. peut-être du travail préalable à faire pour vous préparer, pour être peut-être en meilleure condition d'un point de vue employabilité, si c'est ça le critère, et c'est peut-être pas ça, pour pouvoir vous permettre justement d'aller vers quelque chose qui vous convient le plus. Et puis, je suis partisan des petits pas, c'est-à-dire que des fois, c'est de se dire, est-ce que je peux faire quelque chose même de marginal pour me sentir un peu mieux, y compris dans mon travail, y compris faire un peu moins la tronche et bizarrement voir que mes collègues sont aussi plus agréables avec moi. Mm. D'accord. Non, merci beaucoup pour ça. C'est puissant, mais d'une extrême simplicité. Et je pense que le tout, c'est après, c'est de le mettre en œuvre. C'est ça le challenge. Est-ce que tu auras un livre à recommander? Oui, alors j'avais pensé à ça. Alors il y a un livre d'un sociologue allemand, je suis désolé, c'est une référence assez ancienne, qui s'appelle La Société de cours. Et l'auteur s'appelle Norbert Elias. C'est un auteur du XXe siècle hein, qui est mort en 1990. Et c'est un livre dans lequel il décrit la cour de Louis XIV. Voilà, et comment se font et se défont les carrières des courtisans. Et je pensais au sujet du top management parce que ça fonctionne encore un peu comme ça. C'est-à-dire que les postes au sommet dans les entreprises, bah, c'est beaucoup du relationnel, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Bon, de l'extérieur, les gens ne le savent pas vraiment, mais c'est surtout l'art de communiquer, l'art de faire savoir, qui va faire que vous allez vous retrouver distingué par les puissants. Bah, les puissants dans notre monde qui est, bah, ce sont les actionnaires, c'est l'État. L'État, on le dit pas assez, mais l'État dans l'économie française est tout puissant. L'État, ça pèse la moitié du PIB, c'est-à-dire l'État français pèse 1500 milliards d'euros. Enfin, aucune grande entreprise ne peut se faire ou ne peut se développer sans l'État, parce que l'État est d'abord un grand client, et puis un- c'est aussi lui qui édicte les règles, c'est aussi le régulateur. Et quand on regarde les carrières de nos grands dirigeants, il y a toujours un lien à un moment donné avec l'État. Ils sont passés par un cabinet ministériel, la société de cours par excellence, hein, les cabinets ministériels. Ils sont passés par la haute fonction publique. Et en France, c'est encore très très prégnant cette société de cours qui a été mise en place par Louis XIV. C'est encore extrêmement c'est pas très positif ce que je suis en train de dire, mais c'est encore très très c'est un peu encore l'ADN de la société française. Il suffit que je suis un grand lecteur du Canard enchaîné et, et on voit dans des entrefilets chaque semaine qui illustrent ça, le fait qu'on vit dans une société de cours. D'accord. Bon, merci pour cette lecture assez originale. Et merci. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Oui, alors là, en ce moment là, on est début de la semaine sainte. Moi, je suis chrétien. Il y a le pape François qui est un peu en fin de vie. Hein. Bon, on voit tous que c'est un peu la fin. Et je trouve que c'est quelqu'un d'inspirant parce que c'est quelqu'un qui a eu un gros accident dans sa carrière et qui a réussi à rebondir. C'est-à-dire que dans les années 80, au début des années 80, il était le patron des jésuites de presque tout le continent sud-américain. Et il était, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on le voit plutôt comme quelqu'un de progressiste aujourd'hui. À l'époque, il était plutôt bien
bien vu par la dictature militaire en Argentine. On s'est bien documenté, hein, il y a eu des livres ou des films sur sa vie. Et donc après, quand le régime s'est démocratisé, il a été, comment dire, destitué. En fait, ses camarades jésuites l'ont quasiment exclu, enfin l'ont exclu de la communauté. Et c'est quelqu'un qui, en milieu de vie, est reparti à zéro. Il est redevenu simple curé de campagne. Et il a réussi à remonter toute l'échelle hiérarchique pour devenir archevêque de Buenos Aires, puis pape. Donc c'est quelqu'un, et c'est quand même rarissime, quelqu'un qui en l'espace d'une vie monte 2 fois toute l'échelle. Voilà, il monte toute l'échelle. C'est un peu comme c'est quelqu'un qui serait à Mbappé, il devient champion du monde, et puis à un moment donné de sa vie, ça marche plus le football, il devient rugbyman, et à nouveau il arrive en équipe de France. C'est comme ça, le pape François, c'est un peu ça, voilà. Et donc c'est quelqu'un pour ça qui est, je trouve, assez inspirant. Alors il faut une dose de chance importante, il faut un travail monumental. Et puis c'est un dernier point que je voulais évoquer aussi, il faut aussi le vouloir. Comment dire, avoir une carrière, arriver au top niveau, c'est comme le bonheur. Si vous ne le voulez pas intensément, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc faut aussi être, en l'occurrence, en ce qui le concerne, un homme de pouvoir. Quand même vouloir monter les échelles, arriver au sommet, vouloir s'y maintenir. Là, ne serait-ce que récemment, hein, il a plus qu'un poumon, il avait une double pneumonite. Tout le monde le considérait comme mort. Il est sorti de l'hôpital, il a reçu le roi Charles III. Bon, voilà. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a une force de volonté assez impressionnante. D'accord, merci, merci. Est-ce que tu as une citation? Oui, alors moi il y a une citation. Je suis en train de refaire mon site internet et c'est celle-là que je mettrai en exergue. C'est une citation de Saint-Exupéry qui dit: le plus beau métier d'homme, c'est le métier d'unir les hommes. Voilà, le plus beau métier d'homme, c'est le métier d'unir les hommes et c'est le métier de chasseur de tête. Bon, merci, merci pour ça. Thibaut, comment on peut te suivre? Bon, LinkedIn, franchement, Ouais, LinkedIn, c'est le plus simple. C'est à la fois une messagerie, une CV Tech, voilà. Et puis, et puis ça permettra de suivre aussi mon actualité. Et puis surtout, moi, à nouveau, dès que j'ai une nouvelle mission, je regarde d'abord dans mes contacts qui correspond au profil. Voilà. Donc, si on est en contact, vous êtes sûr que si demain j'ai un poste qui correspond à votre profil, c'est d'abord à vous que je le proposerai. d'accord. Merci beaucoup. J'ai adoré notre échange parce qu'il était complètement transparent, sans langue de bois. Enfin, c'est ça que j'adore voilà, dans le premier échange que j'ai eu déjà avec toi. Et puis aujourd'hui, Ouais. j'espère que les auditrices, auditeurs vont apprécier autant que je l'ai fait le bel échange que nous avons eu et les nombreux conseils que tu as pu donner. Merci beaucoup. Merci, Jafar. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Ouais. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.